Maggie Calloway a rompu le dernier quignon de pain en deux à main nue. Elle a placé un morceau devant chacun de ses fils et elle a souri comme si c'était le meilleur repas de tout le comté. Ses mains tremblaient. Hein. Ses garçons ne l'ont pas remarqué. Ils ne le remarquaient jamais. C'est cette nuit-là que le cheval d'Elias Holt s'est arrêté au mauvais moment. Il a vu à travers la fente des planches déformées ce qu'aucun homme n'était censé voir, et cela a tout changé. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez le nom de votre ville dans les commentaires pour que je puisse voir jusqu'où ce récit a voyagé. Et restez avec nous jusqu'au tout dernier mot. Vous ne voudrez pas partir. Le quignon de pain a fait un bruit sec et creux quand Maggie Calloway l'a posé sur la caisse qui leur servait de table. Elle le gardait depuis le matin. Elle l'avait enveloppé dans le seul tissu propre qu'elle possédait. Elle le protégeait du froid qui s'infiltrait par les planches déformées de la cabane. Un froid pareil à un invité indésirable qui ne partait jamais. Dehors, le vent de la plaine du Washuming était mordant. À l'intérieur, deux jeunes garçons attendaient. Ils attendaient avec la patience que seule la faim enseigne aux enfants. Tom avait 10 ans. Il était assis le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Il regardait sa mère avec des yeux qui avaient vieilli trop vite. Hank avait 6 ans. Il balançait encore ses pieds quand il était assis. Il fredonnait de petites chansons sans importance. Il croyait encore tout ce que sa mère lui racontait sur le monde. Tom, lui, avait cessé de croire à certaines choses. Il ne le disait simplement pas. Maggie a rompu le quignon de pain en deux. La croûte s'est émiettée sur les bords. Elle a disposé les deux morceaux sur l'assiette en fer blanc comme s'ils étaient précieux. Car pour elle, ils l'étaient. Elle avait raclé la dernière goutte de graisse de bacon de la poêle il y a 3 jours. Les pommes de terre étaient finies. Il ne restait que ça. 2 petits morceaux de pain rassis, une poignée d'épluchures de pommes de terre qu'elle avait fait bouillir pour les ramollir, et le refus absolu d'une mère de laisser ses fils la voir s'effondrer. « Voilà, dit-elle, et sa voix sortit, chaude et stable, comme une cloche d'église. Un bon souper pour mes bons garçons. » Tom a regardé l'assiette. Il a regardé sa mère. « Maman, tu ne manges pas. »« J'ai bien mangé tout à l'heure, mon chéri. Tout ça, c'est pour vous deux. » Hank a attrapé son morceau et a pris une bouchée. Ses yeux se sont fermés comme si c'était délicieux. Peut-être que pour lui, ça l'était. Il avait 6 ans. Sa mère lui avait dit que c'était bon, et il lui faisait confiance comme seul un enfant de 6 ans peut faire confiance à sa mère. Complètement, sans condition, sans l'ombre d'un doute que l'âge dépose dans le cœur d'une personne. Tom ne mangeait pas. Il continuait de la regarder. « Tu mens, dit-il doucement. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Juste la vérité plate et triste d'un garçon qui voyait sa mère mentir pour le protéger depuis 11 mois. « Thomas Calloway, tu n'as pas mangé depuis hier matin, peut-être même avant. » Il a repoussé son pain vers elle. « Prends la moitié. »« Je ne le ferai pas, maman. » Tom, sa voix s'est faite plus grave. Un seul mot, mais il portait tout. Il portait le nom de son père décédé, enterré dans le cimetière, là-haut dans le nord. Il portait les 2 jours de voyage en chariot vers le sud, avec l'argent qui leur restait. Il portait chaque matin où elle s'était levée avant l'aube pour faire des retouches pour des femmes qui payaient en retard, si elles payaient. Il portait la honte du panier des dames de l'église, laissé sur le porche à Noël dernier. Elle les avait remerciées, puis avait pleuré pendant 1 heure après leur départ. Car ce panier venait avec des yeux qui observaient et des bouches qui parlaient. Ce seul mot, son nom, portait tout cela. Et il a tout entendu. Il a ramassé son pain. Il l'a mangé lentement, sans le goûter, en regardant son sourire. C'est ce repas qu'Elias Holt a vu à travers la fente des planches déformées du mur de la cabane. Il n'avait pas l'intention de regarder. Il avait arrêté son cheval au bord de la route car l'animal boitait à cause d'une pierre. Il s'était arrêté pour vérifier le fer, et la lumière de la lampe avait vacillé à travers les lattes, sous le mauvais angle, ou peut-être le bon. Il n'était toujours pas sûr. Il s'est redressé après avoir vérifié le sabot et l'a vu. Il a vu l'assiette en fer blanc, le pain, les 2 garçons. L'un mangeait, l'autre se disputait. Tous 2 trop maigres. Il a vu Maggie Calloway sourire comme si de rien n'était, pendant que ses mains tremblaient si fort que l'assiette claquait contre la caisse. Elias Holt n'était pas un homme qui montrait ses émotions en public. Il avait bâti la plus grande exploitation de bétail de 3 comtés grâce au silence, à l'entêtement, et à sa capacité de travailler 18 heures sans se plaindre. Il avait enterré sa femme, Clara, il y a 6 ans, et il s'était appris à ne pas pleurer devant ses ouvriers.
Il gérait les serpents à sonnette, les négociations bancaires et la sécheresse avec le même visage plat et contrôlé. Les hommes le respectaient pour ça. Certains en avaient une peur. Il se tenait dans le noir à côté de son cheval sur la route gelée. Sa gorge s'est nouée, comme si un poing s'était enroulé autour et l'avait serré. Il connaissait ce repas. Il le connaissait comme on connaît un cauchemar qu'on a fait si souvent qu'il a laissé des traces. Il avait 8 ans, l'hiver où sa propre mère avait partagé une seule pomme de terre froide entre eux deux. Elle avait appelé ça un souper, et elle chantait dans le faisant. Il connaissait l'expression de la faim sur le visage d'une mère, quand elle pense que ses enfants ne peuvent pas avoir cette expression particulière. Un mélange d'amour, de terreur et de détermination, le tout maintenu par la pure volonté. Il avait passé 30 ans à essayer d'enterrer cet hiver. Il avait bâti son ranch à partir de 40 acres et 3 vaches. Et avec l'entêtement d'un homme qui avait décidé que la pauvreté lui était arrivée une fois, mais que ça ne se reproduirait plus. Il avait des réserves pleines de viande séchée, des barils de farine, et une cave à légumes bien remplie pour les mois difficiles. Il avait plus que ce qu'il pouvait utiliser, plus que ce qu'un homme, une gouvernante et une poignée d'ouvriers de ranch pouvaient manger en 2 hivers. Il se tenait là, regardant une femme nourrir ses fils avec des croûtes de pain et prétendre que c'était un festin. Et il ne pouvait pas bouger. Hank a ri de quelque chose, le son a traversé les planches, clair et vif, le rire facile et pur d'un petit garçon. Le visage de Maggie a changé quand elle l'a entendu. Quelque chose en elle s'est détendu. Et elle a ri aussi, un rire discret et sincère. Elle l'a serré contre elle et a embrassé le sommet de sa tête. Elias a fait demi-tour avec son cheval et est rentré chez lui sans faire de bruit. Il n'a pas soupé. Sa gouvernante, Clara Webb, avait préparé du bœuf rôti, des haricots, du pain de maïs et un bocal de prunes en conserve. Il s'est assis à la longue table de sa salle à manger vide, a regardé le repas et l'a repoussé. Monsieur Holt. Clara est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle avait 62 ans et travaillait pour lui depuis 4 ans. Elle avait appris à le déchiffrer comme les vieilles femmes de ranch apprennent à lire la météo. Il y a un problème avec la nourriture? La nourriture est très bien. Il s'est levé. Je n'ai pas faim. Elle n'a pas discuté. Elle avait appris ça aussi. Il est allé dans son bureau et s'est assis près de la fenêtre dans le noir. Il pensait à une assiette en fer blanc et à un quignon de pain rompu. À un garçon qui disait que sa mère mentait. Et à une mère qui le regardait dans les yeux et tenait son sourire à 2 mains. Le lendemain matin, il était au magasin général de Mercer avant l'ouverture. Walt Mercer l'a trouvé attendant sur les marches quand il est arrivé pour déverrouiller. Il avait des sacoches sur l'épaule et a eu le bon sens de ne pas poser de questions. Elias a acheté des œufs emballés dans de la paille, un sac de farine de 10 livres, du bacon, du porc salé, 6 pommes de terre sans une seule partie molle, 2 boîtes de lait, des pommes séchées et un petit cornet de sucre. Il a payé sans un mot et a tout chargé dans le plus grand panier en osier qu'il possédait. Il l'a enveloppé dans un tissu propre et l'a attaché avec de la ficelle. Pas de mots. Il a pensé à laisser un mot et a décidé de ne pas le faire. Un mot aurait ramené ça à lui. Et il ne s'agissait pas de lui. Le ciel était noir et sans étoiles quand il a scellé son cheval. Le froid était glacial, du genre qui trouve les interstices de votre manteau, s'installe dans vos os et y reste. Il a pris des chemins de traverse qu'il n'avait jamais utilisés auparavant. Il est arrivé à la cabane par l'est, où la ruelle passait entre 2 terrains vagues. Personne ne serait encore debout. Sa cheminée était froide, pas de fumée. Elle économisait le bois, étirant chaque bûche comme elle étirait tout le reste. Cette pensée a tendu sa mâchoire, et la tension n'est pas partie. Il est descendu de cheval sans bruit, a posé le panier sur le seuil, ajustant le tissu contre le vent. Ses mains tremblaient, bien qu'il se soit dit que c'était le froid. Il est resté là un instant de trop, fixant le panier sur son porche. Puis, il est retourné à son cheval et est rentré chez lui. Il décellait son cheval dans la grange quand le soleil s'est levé. Il est resté un moment dans la lumière grandissante, écoutant les chevaux bouger dans leur stalle. Il pensait au sac de farine qui était apparu sur le porche de sa mère l'hiver de ses 8 ans. Pas de mots, pas de nom. Juste 50 livres de farine qui les avaient maintenus en vie jusqu'à ce que le déjà printanier ramène du travail. Il avait passé 20 ans à se demander qui l'avait laissé. Il en avait passé 30 de plus à espérer devenir le genre d'homme qui pourrait faire la même chose pour quelqu'un d'autre.
Grady Sims, son contremaître, l'a trouvé toujours debout dans la grange 1 heure plus tard. Grady avait 60 ans, le visage buriné, et avait travaillé le bétail dans 4 territoires. Il n'a rien dit, il est juste venu se tenir à côté de lui et a attendu. « Tu as besoin de quelque chose, Grady? » Non, le vieil homme a baissé son chapeau. « Vous avez l'air d'un homme qui a des pensées profondes, c'est tout. »« Je vais bien. » Grady l'a regardé de côté. « J'ai pas dit le contraire. » Il est sorti. Elias est resté là un peu plus longtemps, puis il est allé travailler. Il a mené son enquête avec soin au cours des 2 jours suivants. Walt Mercer triait des boîtes de café et parlait sans qu'on ait besoin de le pousser beaucoup. La veuve Calloway a emménagé ici au printemps dernier, après la mort de son mari. Un accident de bûcheronnage dans le Montana. J'ai entendu dire qu'elle avait de la famille quelque part dans le sud, mais je n'en connais aucune ici. Elle vient chercher du pain de la veille quand elle a quelques pièces. C'est une femme fière. Elle paie ce qu'elle doit. Au magasin d'aliments pour animaux, il a appris le reste d'un homme nommé Reed qui parlait trop et réfléchissait trop peu. Cette veuve de la rue Crane a 3 à 4 mois de retard sur le peu de loyer qu'elle doit. Hollis, qui possède la cabane, et j'utilise ce mot généreusement, a été patient. On dit qu'il ne le sera pas beaucoup plus longtemps. Elle fait des retouches, mais il n'y a pas assez de ce travail dans une ville de cette taille pour nourrir 2 garçons. Elias a acheté des graines dont il n'avait pas besoin et est parti. Cette nuit-là, il s'est assis dans son bureau avec une lampe allumée et a fait le calcul qu'un homme comme lui fait quand il trouve un problème qui a une solution. Elle avait besoin d'argent, elle avait des compétences. Le panier revenait chaque matin avec le tissu plié, plat et précis, l'osier frotté. Elle avait plus de dignité dans sa robe usée que la plupart des femmes qu'il avait rencontrées dans leurs plus beaux habits du dimanche. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le temps de transformer ces choses en un revenu suffisant pour devancer ce qui lui arrivait. Il a continué les paniers. Chaque matin, avant l'aube, par les chemins de traverse sans mots. Le 4e matin, le panier est revenu avec une violette sauvage glissée dans la poignée. Une seule fleur, petite et bordée de givre, trouvée Dieu sait où sur les berges gelées du ruisseau. Il l'a tenue dans sa main rugueuse pendant un long moment, debout dans la grange froide, et ne savait pas trop quoi faire du sentiment qu'elle lui procurait. Il l'a pressée à plat entre les pages de sa Bible. Il n'a pas cherché à savoir pourquoi. Tom a trouvé le panier le 5e matin. C'est lui qui a ouvert la porte avant l'aube pour vérifier le froid, une habitude qu'Elias apprendrait plus tard. Quelque chose qu'il avait commencé à faire pour s'assurer que le vent n'avait pas délogé les chiffons qu'ils avaient fourrés dans les fentes des murs pour se protéger du pire du temps. Le garçon se tenait sur le porche dans l'obscurité grise, tenant un panier plein de nourriture, et n'a pas pu émettre un son pendant presque 1 minute entière. Maggie est apparue dans l'embrasure de la porte derrière lui, les cheveux lâchés, un châle serré autour d'elle. Elle a vu le panier. Elle a vu le visage de Tom. Elle a posé sa main sur son épaule, il s'est tourné vers elle et elle l'a serré dans ses bras. Aucun d'eux n'a dit un mot pendant un long moment. À l'intérieur, elle l'a déballé sur la table-caisse sous les yeux des 2 garçons. Tom était assis très immobile. Hank sautillait sur ses talons et nommait chaque article comme s'il était présenté. Les œufs, la farine, le bacon, les pommes de terre, les pommes séchées. « Qui l'a laissé, maman? » a demandé Hank. « Quelqu'un de gentil, a-t-elle dit. »« Pourquoi? » « Parce que certaines personnes dans ce monde sont bonnes, Hank. Et parfois la bonté vient d'où on ne l'attend pas. » Elle a regardé le petit cornet de sucre et a serré les lèvres très fort avant de parler à nouveau. « Maintenant, si on prenait un vrai petit déjeuner? » Tom n'a rien dit. Il a pris un œuf et l'a tourné dans ses mains comme s'il était en verre. La 2e semaine, Elias a sculpté un cheval en bois et l'a laissé nicher dans les pommes de terre. Il l'avait fait à minuit, assis à son établi avec une lampe, un bloc de pain et un petit couteau, travaillant jusqu'à ce que la forme soit lisse et que le grain du bois soit net. Il n'a pas trop réfléchi à la raison pour laquelle il l'a fait. Il l'a juste fait. 2 jours plus tard, Hank a nommé le cheval tonnerre. Elias l'a appris comme il apprenait tout, par fragments. Il s'était arrêté pour abreuver son cheval à la lisière de la ville et avait entendu le garçon courir avec 2 autres enfants, tenant le cheval sculpté au-dessus de sa tête, le faisant galoper dans les airs en criant son nom. Il a tourné son cheval dans l'autre direction avant que quiconque puisse le voir regarder. Le dimanche, il l'a vu à l'église.
Les Calloway étaient assis à l'avant-dernier rang, les garçons de chaque côté de Maggie, tous les trois propres et soignés dans des vêtements qui avaient été raccommodés si souvent que le tissu d'origine était plus un assemblage de pièces qu'un vêtement. Elle tenait la tête haute et les épaules droites et chantait les hymnes d'une voix claire, naturelle et juste. Tom tenait le livre de cantiques pour elle. Hank s'appuyait contre son bras et regardait le révérend avec de grands yeux sérieux. Elias est arrivé plus tôt le dimanche suivant. Il s'est dit que c'était parce que Grady avait besoin du chariot ce matin-là et que l'horaire était différent. Il s'est assis là où il pouvait voir la porte. Clara Webb l'a remarqué. Elle n'a rien dit jusqu'au jeudi en posant son petit déjeuner avec ce silence particulier qui signifiait qu'elle décidait de parler ou non. Puis elle a parlé. « Vous êtes différent ces derniers temps, Monsieur Holt? » Il a levé les yeux de son café. « Comment ça? » « Plus léger. » Elle a rempli sa tasse. « Je ne peux pas en dire plus, juste plus léger. » Il n'a pas répondu. Elle n'a pas insisté. Le matin de la 3e semaine, il est arrivé trop tôt. Le ciel était encore plus noir que gris et il avait mal jugé l'heure, chevauchant vite pour devancer l'aube. Il avait posé le panier sur le seuil et se retournait vers son cheval quand la porte s'est ouverte. Il s'est figé. Maggie Calloway se tenait dans l'embrasure de la porte en chemise de nuit et châle de laine, pieds nus sur les planches gelées du porche, plissant les yeux dans l'obscurité. Il était à 6 pieds d'elle. Il avait environ 2 secondes avant que la lumière grise grandissante ne révèle clairement son visage. Il s'est accroupi derrière son cheval. Il a pressé son dos contre le flanc de l'animal. Son cœur battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. Elle se tenait sur le porche. Elle a regardé à gauche et à droite. Puis elle a regardé le panier. Elle s'est penchée, l'a soulevé à 2 mains, a retiré le tissu, et le son qu'elle a émis, un petit son doux et involontaire, à peine audible, l'a frappé quelque part sous le sternum et y est resté. Elle a porté le panier à l'intérieur, la porte s'est fermée. Elias s'est relevé de derrière son cheval dans l'aube naissante, les jambes raides d'être resté accroupi, le chapeau de travers, la dignité quelque peu compromise. Il est resté là dans la ruelle, reprenant son souffle. Il avait vu son visage quand elle avait ouvert ce tissu. Il avait vu à quoi ressemblait le soulagement sur un visage qui s'était contenu pendant trop longtemps. Pas une gratitude de façade, un vrai soulagement. Le genre privé. Le genre qu'une personne ne montre que lorsqu'elle croit que personne ne la regarde. Le genre qui contourne toutes les défenses prudentes et vient directement de l'endroit où vit la peur. Elle n'était pas un cas de carité. Elle n'était pas un devoir. C'était une femme qui avait encaissé tous les coups que cette vie difficile lui avait portés et qui était toujours debout, nourrissant toujours ses garçons, leur apprenant toujours à être bon même quand le monde lui donnait toutes les raisons d'être amer. Il est rentré chez lui dans la lumière grandissante et a su, avec la certitude tranquille d'un homme qui ne se ment pas à lui-même, que quelque chose avait changé de façon permanente en lui, que rien dans les semaines ou les mois à venir ne serait simple, et qu'il était déjà trop engagé pour faire demi-tour, même s'il l'avait voulu. Il ne le voulait pas. Le mot est arrivé le 18e matin, glissé dans le panier retourné. Le papier était rugueux, l'écriture soignée et lente. L'écriture de quelqu'un qui n'avait pas eu beaucoup de pratique. Il se tenait dans la grange et l'a lu 2 fois. « À mon ami inconnu, vous nous avez soutenus. Je ne sais pas comment dire ce que cela a signifié, sauf que mes garçons dorment le ventre plein pour la première fois depuis des mois et que j'ai pleuré plus de larmes de gratitude que je ne pensais en avoir. Dieu sait qui vous êtes, même si je l'ignore. Puisse-t-il vous rendre 1000 fois tout ce que vous nous avez donné. Avec tout ce que j'ai, c'est-à-dire seulement ces remerciements. Monsieur, il a plié le mot, l'a mis dans la poche intérieure de son manteau, contre sa poitrine, et l'a porté là toute la journée. Ce soir-là, Grady l'a trouvé assis sur la barrière du pâturage nord au coucher du soleil, ce qui n'était pas un endroit où un éleveur s'asseyait à moins d'avoir l'esprit lourd. Grady s'est appuyé sur la barrière à côté de lui et ils ont regardé ensemble la dernière lumière quitter le ciel. « Patron ?» a dit Grady après un moment. « Ne dis rien. Je n'ai pas encore dit un mot. Vous alliez le faire. » Le vieil homme est resté silencieux un moment. « Une femme en ville, a-t-il dit. » Ce n'était pas une question. Elias n'a rien dit. Grady s'est écarté de la barrière. « Eh bien, a-t-il dit, je suppose que vous trouverez une solution. » Il est retourné vers le dortoir et a laissé Elias seul avec le ciel qui s'assombrissait,
le mot plié contre son cœur et le poids particulier d'un homme qui a été seul longtemps et qui commence à peine à comprendre ce que cela coûte. Les étoiles sont apparues une par une. Le ranch en contrebas était prospère, calme et complètement, entièrement vide. Il est resté sur la barrière jusqu'à ce que le froid le fasse rentrer. Les ennuis sont arrivés un mardi, comme la plupart des ennuis, discrets, banals, sous le visage d'une conversation ordinaire. Elias était allé chez Mercer pour du café et en était ressorti avec du café, 3 livres de saucisses fumées, un morceau de fromage à pâte dure et une boîte de mélasse. Rien de ce qu'il avait l'intention d'acheter en entrant. Walt Mercer avait tout compté sans commentaire. Mais Agnes Pritt se tenait au comptoir des tissus à moins de 6 pieds de là, et Agnes Pritt avait les oreilles d'un chat de grange et la bouche d'une rivière qui ne savait pas s'arrêter de couler. Il n'y a pas prêté attention. Il a chargé les marchandises et attaché sa sacoche et est retourné au ranch. Le jeudi, Grady l'attendait à la porte de la grange, son chapeau à la main, ce qui n'était jamais bon signe. « Patron? » Le vieil homme tournait le bord de son chapeau entre ses doigts. « J'entends des rumeurs en ville. Je pensais que vous devriez le savoir avant que ça ne fasse plus de bruit. » Elias a retiré la selle. « Quel genre de rumeurs? »« Du genre Agnes Pritt. » Grady a remis son chapeau sur sa tête. « Elle raconte partout que vous achetez des provisions, des œufs, de la farine, des saucisses et tout ça. Les gens font des rapprochements. Laissez-les faire. Certains disent que vous avez une femme quelque part que vous gardez secrète. D'autres disent... » Grady a fait une pause. « D'autres disent que c'est la veuve Calloway, que vous l'aidez sans le dire à la personne. » Elias a accroché la selle à son support. Il n'a pas répondu. « Les avis sont partagés, » a poursuivi Grady. « Certains pensent que c'est une chose décente et chrétienne. D'autres disent que ce n'est pas convenable. Un homme riche, une jeune veuve, personne au courant. » Il s'est éclairci la gorge. « Agnes Pritt est fermement dans le deuxième camp, au cas où vous vous poseriez la question. » Je ne me la posais pas. Elias a pris une étrille et a commencé à brosser le cheval. « Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. » Grady l'a regardé un moment. « C'est la veuve qui en subira le plus les conséquences, patron. Vous le savez. Un homme comme vous, les rumeurs glissent. Une femme comme elle, il n'a pas fini. Il n'en avait pas besoin. » Elias a passé les trilles en longs mouvements lents et n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit « Je sais. » Grady a hoché la tête une fois et est parti. Cette nuit-là, Elias s'est assis à son bureau et a regardé le panier rempli près de la porte, prête pour la course du matin, et a pensé à ce que son contremaître avait dit. Il savait que Grady avait raison. Il l'avait su quelque part au fond de lui. De la manière dont on sait une chose qu'on ne veut pas affronter directement. Les chuchotements ne l'atteindront pas. Il était Elias Holt, 300 acres, la plus grande exploitation de bétail du comté, 30 ans de réputation, bâtie pierre par pierre. Les ragots rebondissaient sur les hommes comme lui. Ils ne rebondissaient pas sur les femmes comme Maggie Calloway. Ils s'accrochaient à elles, restaient et en attiraient d'autres jusqu'à devenir quelque chose de plus lourd qu'au départ. Il a laissé le panier où il était. Il est allé se coucher. Il n'a pas dormi. Le matin, le panier était toujours près de la porte. Il est resté à le regarder dans la pénombre de l'aube et s'est forcé à penser clairement, comme il pensait à une mauvaise dette ou à une source d'eau qui se tarissait, sans sentiment, juste les faits. Les faits étaient qu'elle avait besoin de la nourriture. Les garçons en avaient besoin. Arrêter leur ferait du mal. Continuer commencerait un autre genre de mal. Il n'y avait aucune version de cette histoire qui ne coûtait rien à quelqu'un. Il a pris le panier et est parti. Mais il a pris le long chemin. Tous les chemins de traverse, toutes les ombres, tout était prudent et caché. Et il se détestait un peu de se cacher, même en le faisant. Le panier est revenu cet après-midi-là avec 2 choses à l'intérieur. La première était un morceau de papier déchiré de ce qui ressemblait à un sac de farine avec 3 mots écrits dessus de la main soignée de Tom. « Merci, monsieur. » La seconde était un petit dessin, l'œuvre de Hank sans aucun doute, aux couleurs vives et impossibles, de 2 silhouettes debout côte à côte, une grande et une petite, se tenant la main. Elias l'a regardé longtemps. Il l'a mis dans le tiroir de son bureau avec les autres dessins, la violette pressée et le mot de Maggie. Le dimanche est arrivé. Il est allé à l'église comme il le faisait toujours, arrivant tôt, s'installant dans son banc habituel à 3 rangs du devant.
Les Calloway sont entrés juste avant le début du service. Tom tenant la porte pour sa mère, Hank se pressant contre elle. Maggie portait sa même robe délavée, raccommodée sur l'épaule gauche avec un fil qui correspondait presque, mais pas tout à fait. Elle a descendu l'allée, le menton haut, les yeux droits devant, la main posée légèrement sur l'épaule de Hank. Elle s'est glissée dans l'avant-dernier banc. Elle a installé ses garçons de chaque côté d'elle. Elle a croisé les mains sur ses genoux. Le révérend Samuel Cross a prononcé son sermon sur la parabole des pains et des poissons, ce qu'Elias a considéré soit comme une coïncidence, soit comme la providence s'offrant un moment d'humour noir. Il en a entendu environ un tiers. Le reste du temps, son attention dérivait sans sa permission vers l'avant-dernier banc. Près, dans la cour, il serrait la main du révérend quand Cross l'a retenu une demi-seconde de plus que nécessaire et a dit « bas et prudent ». « Monsieur Holt, puis-je vous dire un mot ?» Ils se sont dirigés vers le côté de l'église où le chêne projetait de l'ombre et où le bruit de la foule s'est réduit à un murmure. Cross était un homme réfléchi, pas méchant, mais façonné par les opinions de sa congrégation, comme tous les pasteurs, qu'ils l'admettent ou non. « Je veux que vous sachiez que je n'accorde personnellement aucun crédit à ces rumeurs, » a commencé le révérend. « Mais je sens qu'il est de ma responsabilité de me dire ce que les gens disent. » Elias a gardé une voix égale. « Je sais déjà ce que les gens disent. » « Alors vous comprenez mon inquiétude. » Cross a joint les mains. « Un homme de votre rang aidant une jeune veuve en privé, sans la connaissance ou la supervision du conseil de l'Église, cela crée une impression qui, je ne suis pas sûr, vous serve bien ni l'un ni l'autre. Si vous vous sentez poussé à aider Mme Calloway, peut-être que le canal approprié serait le conseil de l'Église. » Elias l'a regardé fixement. Le même conseil qui lui a envoyé un panier de Noël l'année dernière avec 3 femmes attachées qui en ont parlé au magasin de tissus pendant 6 semaines après. Cross a cligné des yeux. Je n'étais pas au courant. Elle le savait aussi. Elias a mis son chapeau, elle les a remerciés poliment, puis elle est rentrée chez elle et a dit à ses garçons que Dieu avait pourvu, sans mentionner les 3 femmes qui ont observé son visage pendant qu'elle l'ouvrait. Voilà ce que vos canaux appropriés lui font ressentir, révérend. Il s'est éloigné avant que la conversation ne puisse aller plus loin. Il n'aurait pas dû le dire. Il le savait avant même d'avoir fini de le dire. Non pas parce que c'était faux, ce n'était pas faux, mais parce que ça allait se savoir. Cross était un homme décent, mais il avait une femme qui parlait à Agnes Pritt 2 fois par semaine par-dessus une clôture commune. Le panier n'a pas atteint le seuil des Calloway le lendemain matin. Il s'était levé avant l'aube, comme toujours. Il avait rempli le panier. Il était resté dans sa cuisine à la lumière de la lampe, le tenant à 2 mains, et était resté là longtemps, les mots de Grady résonnant dans sa tête. « C'est la veuve qui en subira le plus les conséquences, patronne. » Et l'avait reposé sur la table. Il s'est fait une cafetière. Il l'a bu debout, regardant par la fenêtre de la cuisine dans l'obscurité. Il a pensé à la façon dont Tom avait dit que sa mère mentait, d'une voix calme, plate et triste, avec tout l'amour du monde derrière. Il a pensé à Hank nommant le cheval sculpté Tonnerre et courant avec dans les rues comme si c'était la plus belle chose qu'il possédait. Il a pensé aux mots pressés à plat dans le tissu. Il a pensé au visage de Maggie à la lumière de la lampe, divisant un rien en 2 portions soignées et appelant cela l'abondance. Il a repris le panier. Il l'a reposé. Cela a duré 1 heure, puis 2. Grady l'a trouvé toujours debout dans la cuisine au lever du soleil, le panier sur la table et une expression sur le visage que le vieux contremaître décrirait plus tard à sa femme comme celle d'un homme se battant contre lui-même et perdant des 2 côtés. « Patron ?» a dit Grady depuis l'embrasure de la porte. « Vous avez mangé? »« Non. »« Vous allez le faire? » »« Probablement pas. » Grady est entré, s'est versé une tasse de café et s'est assis à la table de la cuisine sans y être invité, ce qu'il n'avait jamais fait en 4 ans de travail au Ranch Holt. Il s'est assis en face du panier, l'a regardé, puis a regardé Elias. « Vous arrêtez, » a dit Grady. « Ces garçons retournent au ventre vide. Vous continuez, les rumeurs s'aggravent pour elle. » Il a tourné sa tasse de café dans ses mains. Il n'y a pas de réponse simple. « Je sais. Qu'allez-vous faire? » Elias a pris le panier. « Je n'ai pas encore décidé. » Grady l'a regardé sortir vers la grange. Il ne l'a pas suivi. Maggie avait su que quelque chose était différent ce matin-là avant d'ouvrir la porte.
C'était la qualité particulière du silence, non pas le silence ordinaire du petit matin, mais quelque chose de plus lourd, quelque chose avec une absence. Elle était réveillée depuis 4 heures, allongée dans le coin rideau qui lui servait de chambre, écoutant ses garçons respirer dans leur sommeil et faisant le calcul qu'elle faisait chaque matin avant de s'autoriser à penser à autre chose. Ce qui restait, ce qui était dû, jusqu'où cela pouvait-il aller? Elle a ouvert la porte et le seuil était nu. Elle laisse rester là, dans le froid, en chaussettes, et a regardé les planches vides pendant un long moment. Le froid est monté à travers la laine et dans la plante de ses pieds, et elle n'a pas bougé. Tom est apparu derrière elle. Il a regardé par-dessus son épaule le seuil vide et n'a rien dit. Il est juste venu se tenir à côté d'elle dans l'embrasure de la porte, son épaule atteignant presque la sienne, et ils ont regardé ensemble le seuil vide dans le silence. Peut-être demain, a-t-elle dit. Tom n'a pas répondu. Elle a fait des crêpes aux garçons avec le reste de la farine, n'a pas mangé elle-même et a souri pendant le petit déjeuner pendant que Hank racontait ce que lui et Tonnerre avaient fait la veille. Tonnerre avait sauté un ruisseau, apparemment, et gagné une course, et était généralement le cheval le plus courageux du Wyoming. Tom a mangé ses crêpes avec soin, comme s'il les rationnait, ce qu'il faisait. Il avait appris cela en la regardant. Après le petit déjeuner, Maggie s'est assise à la table caisse avec ses retouches sur les genoux et s'est forcée à être pratique. Elle avait encore des œufs. Elle avait un demi-pot de haricots secs. Elle avait plus qu'elle n'avait eu 6 semaines auparavant, avant que les paniers ne commencent à arriver, car elle avait été prudente, étirant ce que les paniers apportaient, économisant un peu pour le jour où ils s'arrêteraient. Elle avait su, n'est-ce pas, qu'ils s'arrêteraient. Tout s'arrêtait un jour. Elle l'avait su et avait économisé en prévision, et tout irait bien. Elle a fait un point, et cassé le fil, et a recommencé. Tout irait bien. Ils iraient bien. Elle s'était débrouillée avant qu'une âme anonyme ne commence à laisser l'abondance sur son seuil, et elle se débrouillerait après. Elle était Margaret Calloway, et elle ne s'effondrait pas pour des seuils vides. Elle a fait un autre point. Le fil s'est de nouveau cassé. Elle a posé les retouches, a couvert son visage de ses mains et est restée assise là dans le silence pendant exactement 60 secondes, se laissant sentir le poids de tout cela. La peur, l'épuisement, la solitude et le chagrin particulier de voir quelque chose de bon lui être enlevé. Elle s'est laissée ressentir tout cela pendant 60 secondes, puis elle a repris ses retouches et a recommencé. Elle n'a entendu les ragots que le mercredi, quand elle est allée chez Mercer pour du fil. Elle avait repoussé l'échéance car chaque centime qu'elle dépensait en fil était un centime qui n'allait pas au loyer que Hollis lui avançait déjà par patience. Une patience qui, elle le savait, ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Elle était entrée avec la monnaie exacte, une liste précise et l'intention d'entrer et de sortir en moins de 5 minutes. Agnes Pritt et une femme que Maggie ne connaissait pas bien étaient au comptoir des tissus, le dos à moitié tourné, et leur voix était à ce volume particulier qui signifie qu'une personne veut être entendue sans donner l'impression de le vouloir. Mercé dit qu'il achète régulièrement des œufs, de la farine et tout ça, disait Agnès. Bien plus qu'un célibataire n'en a besoin, et tout le monde sait qu'il sort en douce avant le lever du soleil par les chemins de traverse. Une pause lourde d'implication. Eh bien, nous savons toutes quel genre de femme reçoit la charité d'un homme en secret. Maggie se tenait au milieu du magasin, sa monnaie dans son poing. « La veuve, tu penses ?» a dit l'autre femme. « Qui d'autre? Pauvre comme des rats d'église? Ces garçons à moitié morts de faim. Un homme riche qui se sent généreux et une femme assez désespérée pour... » Madame Pruitt. La voix de Walt Mercer est venue de derrière le comptoir, plate et délibérée. « Vous avez besoin d'autre chose aujourd'hui ou vous avez terminé? » Les femmes se sont tues. Maggie s'est approchée du comptoir, a posé sa monnaie et a dit « Du fil, s'il vous plaît, brun si vous en avez. » Et elle a gardé sa voix parfaitement stable et ses yeux sur le comptoir. Walt a emballé le fil sans un mot. Il a croisé son regard en le lui tendant. « Passez une bonne journée, Madame Calloway, a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit lui a fait comprendre qu'il avait tout entendu, qu'il était désolé et qu'il ne savait pas quoi offrir d'autre. « Merci, Monsieur Mercer. » Elle a pris le fil. Elle est sortie. Elle a atteint la ruelle à côté de la quincaillerie avant que ses jambes ne deviennent incertaines sous elle et qu'elle doive poser une main contre le mur et respirer.
Pas à cause de ce qu'Agnes Prid avait dit sur elle. Elle s'y attendait, savait que ça viendrait, s'y était préparée. À cause de ce que cela signifiait pour son ami inconnu. Quiconque avait laissé ses paniers saurait maintenant que la ville parlait. Que la gentillesse qu'ils avaient offerte en secret était devenue un ragot. Que leur bon nom était associé au sien de la manière la plus laide possible. C'est pour ça que le panier s'était arrêté. Elle s'est redressée, elle a retiré sa main du mur, elle est, elle est rentrée chez elle, elle n'a pas pleuré. Elle avait décidé il y a quelques mois que pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre pendant la journée, quand les garçons pouvaient l'avoir. Elle le gardait pour après leur endormissement, silencieusement et prudemment dans son oreiller pour que le son ne traverse pas le mince rideau. Elle était devenue très efficace à cela. Cette nuit-là, après que Tom et Hank se soient endormis, elle était allongée dans son coin rideau et pensait à celui qui les avait soutenus tous ces matins. Les œufs emballés si soigneusement dans la paille pour qu'aucun ne se casse. Les pommes séchées. Le petit cornet de sucre qui avait fait écarquiller les yeux de Hank. Le cheval en bois poncé si lisse que Tom avait passé son pouce dessus lentement avant de le donner à son petit frère sans qu'on le lui demande. Qui que soit cette personne, elle l'avait vue. Vraiment vue, pas la veuve que tout le monde plaignait, pas l'objet de charité. Et elle avait agi non par condescendance, mais par une compréhension privée qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Et maintenant, la laideur de la ville avait chassé cette personne, et elle passerait le reste de sa vie sans jamais savoir qui remercier. Elle a tourné son visage dans l'oreiller. Le matin, elle a ouvert la porte avant de se permettre d'espérer. Le panier était là. Elle s'est assise sur le seuil dans le froid, a pressé ses deux mains sur sa bouche et a tremblé. Pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom. Le sentiment particulier de découvrir que quelqu'un vous a choisi malgré tout, en connaissant le coup. Tom est apparu derrière elle. Il a regardé le panier. Il a regardé sa mère assise sur le seuil, les mains sur la bouche. Il s'est assis à côté d'elle et appuyé son épaule contre la sienne et n'a rien dit, car Tom Calloway comprenait à 10 ans que certains moments n'avaient pas besoin de mots, juste de présence. Ils se sont assis sur le seuil dans le froid du matin, mère et fils, et ont regardé le panier et ont respiré. À l'intérieur du tissu sous les œufs, la farine et le porc salé, Hank a trouvé une deuxième sculpture en bois. Un petit oiseau, les ailes déployées, le grain du bois net, lisse comme une pierre de rivière. Il l'a levé, l'a regardé et a dit avec une certitude absolue, « Celui-ci s'appelle Espoir ». Maggie l'a entendu le dire de l'autre côté de la pièce et a dû se détourner et regarder le mur un instant avant de pouvoir faire à nouveau confiance à son visage. Tom a pris l'oiseau après que Hank l'ait posé et l'a tourné dans ses mains. Il a regardé le dos de sa mère. Il a regardé la porte. Il avait 10 ans et avait passé la meilleure partie d'une année à regarder sa mère porter plus qu'une personne n'était faite pour porter. Et il avait l'habitude de son père de devenir très immobile et silencieux quand il réfléchissait à quelque chose. « Maman, a-t-il dit, elle s'est retournée. Quand nous saurons qui c'est, a-t-il dit, prudent et mesuré, comme s'il annonçait quelque chose de décidé, je lui serrerai la main. » Elle a regardé son fils, la mâchoire de son père, ses propres yeux, la dignité particulière d'un enfant qui avait appris trop jeune que le monde était dur et avait décidé d'être bon malgré tout. Et elle a dit, « Moi aussi, mon bébé, moi aussi. » La 4e semaine a apporté un dégel auquel personne ne faisait confiance. La glace sur les bords du ruisseau est ramollie pendant la journée et a regelé plus fort la nuit. Ce qui était le genre de faux printemps que le Wyoming offrait pour rappeler que la terre ne vous devait rien et ne l'avait jamais fait. Elias a travaillé au ranch pendant cette période, avec l'intensité particulière d'un homme qui a trop de choses en tête et qui utilise ses mains pour les gérer. Il a réparé une clôture qui n'en avait pas besoin. Il a réorganisé la sellerie 2 fois. Il a parcouru le pâturage nord pour vérifier le bétail que Grady avait déjà vérifié et n'a rien trouvé d'anormal, ce qu'il savait avant de partir. Clara Webb l'a observé depuis la fenêtre de la cuisine et n'a rien dit. Elle avait travaillé pour assez d'hommes solitaires pour connaître la différence entre un homme qui voulait être laissé seul et un homme qui était seul et ne voulait plus l'être. Elias Holt était passé de l'un à l'autre au cours du dernier mois, et ce passage avait laissé des marques sur lui qui se voyaient dans la posture de ses épaules et la façon dont il s'asseyait au souper, fixant le mur du fond au lieu de son assiette. Elle a mis un morceau de pain de maïs supplémentaire dans son assiette le mardi soir sans commentaire.
Il l'a mangé sans s'en rendre compte. Elle a considéré cela comme un progrès. Les ennuis avec Hollis sont parvenus à l'attention d'Elias un jeudi par l'intermédiaire de Grady, ce qui était la façon dont la plupart des choses lui parvenaient, filtrées par le ton plat de son contremaître et le silence prudent de tout ce qui n'était pas essentiel. Cette cabane sur la rue Crane, a dit Grady, alors qu'il retirait une aisselle. On dit que Hollis a perdu patience. Il a dit à la veuve qu'elle avait 2 semaines pour régler 4 mois de loyer en retard ou il la mettait dehors. Elias a arrêté ce qu'il faisait. Combien? 12 $ à peu près. Ce n'était pas une grosse somme pour un homme comme Elias. Ce n'était pas une somme impossible pour une femme faisant des retouches dans une ville de cet talent. Ils le savaient tous les deux sans le dire. Elle le sait déjà? A demandé Elias. Hollis est passé hier après-midi. Les garçons étaient à la maison. Elle a dû l'entendre devant eux. La mâchoire de Grady s'est légèrement crispée, ce qu'il y avait de plus proche d'une colère visible chez lui. D'après ce que j'ai entendu, Tom s'est interposé entre sa mère et Hollis quand Hollis a commencé à élever la voix. Un garçon de 10 ans. Hollis a reculé. Mais 2 semaines, c'est 2 semaines. Elias s'est dirigé vers la porte de la grange et est resté là à regarder le vide un moment. Tu tiens ça d'une source fiable? Walt Mercer. Il est fiable. 2 semaines. Elias y a réfléchi. Il pouvait payer le loyer anonymement, laisser l'argent quelque part, sans nom, comme pour les paniers. Mais 12 $ apparaissant de nulle part soulèverait exactement le genre de rumeur qui avait déjà commencé à circuler. Et cela résolvait un mois. Le mois suivant, Hollis serait de retour. Le mois d'après. Le travail de retouche ne suffirait pas à couvrir le loyer en plus de la nourriture, pas dans une ville de 7 pas avec 2 garçons en pleine croissance. Il est retourné au travail et n'a rien dit de plus à ce sujet. Et Grady le connaissait assez bien pour ne pas demander. Cette nuit-là, Elias s'est assis à son bureau, son grand livre ouvert devant lui, et n'a pas regardé le grand livre. Il a regardé le tiroir du bureau où se trouvaient les dessins. Il l'a ouvert et les a étalés sur le buveur. La maison en crayon de couleur avec la fumée impossible, la famille en bâton avec les bras de Maggie assez larges pour tenir les 2 garçons, l'écriture audacieuse de Hank au dos du dernier. Notre ami, il l'avait mal orthographié et c'était la meilleure chose qu'Elias ait lue depuis des années. Il a pensé à Tom s'interposant entre sa mère et un homme adulte qui élevait la voix. 10 ans, 10 tenant bon. L'instinct de son père agissant à travers lui même si son père était parti depuis 11 mois. Il a pensé à Maggie devant se contenir devant ses fils pendant que Hollis lui disait qu'elle était à 2 semaines de la rue, puis se contenant après le départ de Hollis aussi, parce qu'il n'y avait aucun moment où Maggie Calloway pouvait cesser de se contenir. Il a rangé les dessins. Il a fermé le tiroir. Il est allé se coucher. Il est resté là, dans le noir, pendant 1 heure. Puis il s'est levé, est allé à son bureau et a écrit 2 lettres. La première était pour son avocat à Cheyenne. La seconde, il l'a scellée et ne l'a pas relue, car s'il la relisait, il se dissuaderait de le faire. Il est allé en ville tôt le lendemain matin. Il a posté les 2 lettres au bureau de poste avant de pouvoir changer d'avis, puis il est resté sur les marches du bureau de poste dans le froid et a accepté que ce qu'il venait de mettre en mouvement ne pouvait plus être arrêté. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé parce qu'il a mal jugé le matin de 20 minutes. Il avait fait ses livraisons de paniers dans ce qu'il croyait être une fenêtre constante avant l'aube, assez sombre pour que la rue soit vide, assez tôt pour que Maggie et les garçons dorment encore. Il s'était trompé. Il s'est avéré que depuis au moins la semaine dernière, Tom Calloway était un lève-tôt. Et un lève-tôt avec un instinct protecteur se levait avant l'aube pour écouter les bruits qui ne devraient pas être là. Le garçon l'avait entendu 3 matins de suite. Des bottes douces sur le sol gelé. Le son particulier d'un panier posé avec soin sur des planches de bois. Elias l'a appris à ses dépens un vendredi matin, lorsqu'il a posé le panier sur le seuil, s'est redressé et s'est retrouvé face à Tom Calloway, debout dans l'embrasure de la porte ouverte, en chemise de nuit, une lampe à la main et les yeux de son père dans le visage. Ils se sont regardés. Le garçon l'a regardé, a regardé le panier, l'a regardé à nouveau. Son expression a traversé plusieurs phases en succession rapide. La surprise, la reconnaissance de quelque chose qu'il avait soupçonné sans en être sûr. Un mélange compliqué de gratitude et de protectionnisme
qui paraissait vieux sur le visage d'un garçon de 10 ans. « C'est vous, a dit Tom doucement pour ne pas réveiller sa mère. Elias n'a pas bougé. « C'est moi. Depuis combien de temps? 4 semaines, presque 5. » Tom a regardé le panier sur le seuil. Il a regardé l'homme qui se tenait devant lui dans l'obscurité matinale. Le chapeau à la main, pris sur le fait comme un garçon volant des pommes. Quelque chose dans la posture du garçon a changé. Pas un adoucissement, exactement. Plutôt comme un soldat quittant un poste qu'il avait tenu seul pendant trop longtemps. « Elle ne sait pas, a dit Tom. « Non, vous ne voulez pas qu'elle le sache. Je ne voulais pas l'embarrasser. » Elias a tourné le bord de son chapeau dans ses mains. Certaines personnes préféreraient avoir faim plutôt que de se sentir redevables. Votre mère est l'une de ces personnes, j'ai respecté ça. Tom est resté silencieux un long moment. Il a regardé au-delà d'Elias, vers la rue sombre, la vérifiant comme il l'avait probablement fait chaque matin pendant des mois. Pour Hollis, pour les créanciers, pour quiconque pourrait se présenter avec de mauvaises nouvelles sans prévenir. Puis il a regardé à nouveau. « J'ai dit à maman que je vous serrerais la main, a-t-il dit. Elias a tendu la main. Tom l'a prise. Sa poignée était ferme et il a regardé Elias droit dans les yeux pendant qu'il la serrait, comme un homme adulte serre la main. Comme quelqu'un lui avait appris qu'une poignée de main signifiait quelque chose et devait être faite correctement. « Je vais le lui dire, a dit Tom. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration de fait, claire et juste, donnant à Elias l'information à l'avance parce que le garçon pensait qu'il méritait de l'avoir. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Elle a besoin de savoir qui remercier. D'accord, a dit Elias. Tom a pris le panier et est entré. La porte s'est fermée sans un bruit. Elias est resté dans la rue vide, dans le noir, et a laissé échapper une longue et lente respiration qui s'est transformée en nuage blanc dans l'air froid. Ses mains avaient cessé de trembler pendant la poignée de main. Il a remis son chapeau et s'est dirigé vers son cheval. Il était à mi-chemin de chez lui avant de réaliser pleinement que le garçon l'avait regardé sans suspicion, ni ressentiment, ni aucune de la lassitude qu'un enfant sans père dans une situation difficile avait tout à fait le droit de porter. Tom Calloway l'avait regardé comme une personne qui avait pris une décision à propos d'Elias Holt et qui était à l'aise avec. Et d'une certaine manière, c'était plus difficile à porter que tout ce qui s'était passé en 5 semaines, car cela signifiait que quelque chose qu'il ne s'était pas encore permis de nommer était déjà plus avancé qu'il ne l'avait reconnu. Le service du dimanche est arrivé et Elias est arrivé avec lui, tôt comme il le faisait depuis des semaines, installé dans son banc à 3 rangs du devant. La congrégation s'est installée autour de lui. Les Calloway sont entrés juste avant l'hymne d'ouverture. Maggie d'abord, la main posée sur l'épaule de Hank. Tom un demi-pas derrière elle, dans la position qu'il avait clairement adoptée comme son poste permanent, légèrement en arrière et à la droite de sa mère, d'où il pouvait voir quiconque approchait. Quand Tom a franchi la porte, il a regardé directement le banc d'Elias, l'a trouvé sans chercher, a fait un petit signe de tête si léger que personne d'autre ne l'aurait remarqué, puis a tourné son attention vers l'avant. Elias a fait face à l'avant, a fixé la chair et n'a rien ressenti de gérable pendant les minutes qui ont suivi. Le révérend Cross a prêché sur le courage. Elias en a entendu environ la moitié. Ce qui a tout fait basculer n'a pas été un moment dramatique. C'en fut un de calme. Le genre qui se glisse sous votre garde parce que vous vous attendez à quelque chose de plus grand. Après le service dans la cour, Hank Calloway a échappé à la main de sa mère avec la facilité d'un enfant de 6 ans qui a passé toute sa vie à s'entraîner à cette manœuvre exacte, a couru 3 pas, a trébuché sur une racine et est tombé lourdement sur les 2 genoux dans la terre gelée. Il s'est relevé avec les paumes ensanglantées et l'expression particulière d'un petit garçon décidant en temps réel si c'était assez grave pour pleurer. Elias était l'adulte le plus proche. Il bougeait déjà avant d'avoir pris la décision de bouger, s'accroupissant devant le garçon, sortant son mouchoir de la poche de son manteau. « Laisse-moi voir, a-t-il dit. » Hank a tendu ses paumes. Les coupures étaient superficielles, plus de peur que de mal. Elias a plié le mouchoir et l'a pressé fermement. « Tiens ça, a-t-il dit. » Les 2 mains. Hank l'a tenu, examinant Elias avec la curiosité franche d'un enfant qui n'a pas encore appris à faire semblant de ne pas regarder quelqu'un. « Vous êtes le grand homme du ranch, a dit Hank. C'est moi. Tom vous connaît. Nous nous sommes rencontrés. » Hank a semblé peser cela. « Vous avez des chevaux? » « Plusieurs. »« Des vrais,
pas seulement des sculptés. Quelque chose a traversé la poitrine d'Elias. Il a gardé un visage impassible. Des vrais. Tu pourrais venir les voir un jour si ta mère est d'accord. Hank s'est illuminé comme si on avait allumé une allumette derrière ses yeux. Puis Maggie était là, agenouillée de l'autre côté de Hank, ses mains allant d'abord au visage de son fils, puis au mouchoir. Elle était si concentrée sur Hank qu'elle n'a pas regardé Elias pendant 10 bonnes secondes. Quand elle l'a fait, quelque chose a traversé son visage, puis une expression neutre et prudente s'est installée. Monsieur Holt, a-t-elle dit. Elle avait appris son nom de Walt Mercer, probablement, ou de la forme générale de qui était qui dans cette ville. Madame Calloway. Il s'est levé, lui laissant l'espace pour s'occuper de son fils. Merci. Elle a baissé les yeux sur les mains de Hank. Il ne regarde pas où il va. Je vois tout, a annoncé Hank. Je ne m'arrête juste pas toujours pour ça. Le visage de Maggie a changé quand il a dit ça, un vrai sourire, rapide et involontaire, parti presque avant d'arriver. Elias l'a vu et a détourné le regard avant qu'elle ne puisse le surprendre à regarder. Agnes Pritt observait à 12 pieds de là. Il pouvait le sentir comme on sent un vent froid venant d'une direction spécifique. Il a dit un au revoir poli et s'est dirigé vers l'endroit où son cheval était attaché. Il resserrait la sangle quand il a pris conscience de la présence de Tom à proximité, pas tout à fait à côté de lui accordant la dignité de ne pas être approché trop directement. Elle ne sait pas encore, a dit Tom doucement, comme avant, mais elle a posé des questions à Walt Mercer. Quel genre de questions? Qui vit sur quelle route? Qui pourrait avoir une raison d'être dehors avant le lever du soleil? Une pause. Elle est intelligente, Monsieur Holt. Je sais qu'elle l'est. Elle le découvrira elle-même si vous ne le lui dites pas en premier. Le garçon l'a regardé avec ses yeux vieillis. Et si elle le découvre elle-même, elle pourrait le prendre plus mal. C'est tout ce que je dis. Elias a regardé le garçon. Vous avez probablement raison. Tom a hoché la tête une fois comme si c'était réglé et est retourné vers sa mère. La lettre de Cheyenne est arrivée mercredi. L'avocat d'Elias avait fait ce qu'il avait demandé, discrètement, proprement, sans nom attaché à la transaction. Le loyer en retard de la cabane de la rue Crane avait été payé via un compte qu'il faudrait 6 mois à Hollis pour remonter jusqu'à quelqu'un s'il s'en donnait la peine, ce qu'un homme comme Hollis ne faisait généralement pas. La deuxième lettre qu'Elias avait postée, celle qu'il n'avait pas relue, était adressée à une femme nommée Madame Ida Farnsworth à Laramie, qui tenait une boutique de robes respectable, avait besoin d'une couturière qualifiée et payait un salaire décent. Il avait inclus une référence qu'il n'avait pas le droit d'écrire, à proprement parler, pour une femme dont il n'avait vu le travail que dans le pliage précis du tissu et le repassage net des plis d'un panier en osier retourné. Il l'avait écrite quand même parce qu'il y croyait et parce que si Maggie Calloway voulait un jour échapper aux travaux de retouche dans une ville qui la jugeait, elle méritait d'avoir la porte déjà ouverte. Qu'elle la franchisse ou non était entièrement son affaire. Il revenait du pâturage cet après-midi-là, la lettre pliée dans son manteau, quand il a contourné le virage au-dessus de la ville et l'a vue. Maggie était sur la route en contrebas, marchant avec la main de Hank dans la sienne et un paquet de retouches sous le bras, se dirigeant vers la rue Crane. Elle marchait comme elle marchait toujours, le dos droit, la tête haute, la posture particulière d'une femme qui a décidé que la dignité était la seule chose qu'aucune circonstance ne peut enlever, à moins que vous ne le permettiez. Il aurait pu quitter la route. Elle ne l'avait pas encore vu. Il a continué à descendre. Elle a entendu le cheval et s'est retourné. Il s'est arrêté, a touché le bord de son chapeau. Hank l'a vu et a immédiatement éclaté d'un sourire naturel, celui d'un enfant qui a décidé qu'il vous aime bien et ne voit aucune raison de le cacher. Monsieur Holt, a annoncé Hank comme s'il apportait des nouvelles. On vous a vu à l'église. En effet. Elias a regardé Maggie. Madame Calloway. Monsieur Holt. Le même visage prudent et neutre, mais ses yeux faisaient autre chose. Cette chose inquisitrice qu'il avait vue chez les gens qui résolvaient une énigme qu'ils avaient presque résolue. Puis-je vous déranger pour porter ce paquet? Elle a cligné des yeux. Je me débrouille très bien, merci. Je sais que vous vous débrouillez. Il l'a dit simplement, sans condescendance. J'ai une main de libre et vous en avez une de pleine, et la route est longue. Ce n'est pas de la charité, c'est juste de la compagnie. Un temps, puis elle a déplacé le paquet et le lui a tendu. Il l'a pris,
et ils ont marché, son cheval le suivant patiemment, Hank courant quelques pas en avant, puis en arrière, puis de nouveau en avant, comme le font les petits garçons quand ils ont plus d'énergie que la situation ne l'exige. Le silence entre Elias et Maggie était du genre qui n'était pas exactement inconfortable, mais qui était très plein. Au bout d'un moment, elle a dit « Vous avez été gentil avec mes garçons. Hank est facile à aimer. Tom est... » Il a fait une pause. « Tom est autre chose. Ce garçon va devenir un homme remarquable. » Quelque chose a traversé son visage. « Il l'est déjà, a-t-elle dit doucement. Il ne le sait juste pas encore. » Un autre silence. Hank avait trouvé un bâton et menait une bataille privée avec contre un poteau de clôture. « Monsieur Holt, a dit Maggie. Elle s'est arrêtée de marcher. Il s'est arrêté aussi. Elle s'est tournée pour lui faire face et il a vu dans ses yeux qu'elle savait. Elle l'avait compris, ou Tom le lui avait dit, ou une pièce s'était mise en place entre le magasin général de Mercer et cette route. Mais elle savait. Il pouvait le voir dans la façon dont elle le regardait, pas le visage qu'elle montrait à Agnes Pruitt ou au révérend Cross, le vrai. « C'était vous, a-t-elle dit, les mêmes mots que Tom avait utilisés, le même ton calme. Il ne l'a pas insulté en le niant. « Oui, madame. » Elle est restée très immobile. « Depuis combien de temps? » « Près de 5 semaines. » Elle a regardé Hank, qui menait toujours sa guerre privée avec le poteau de clôture, et sa gorge s'est nouée. Quand elle a regardé à nouveau, ses yeux brillaient de quelque chose qu'elle retenait par un effort visible. « Pourquoi? »« Parce que je vous ai vu, a-t-il dit. Et j'avais beaucoup et vous n'aviez rien, et cela semblait être un problème que je pouvais résoudre. Vous ne me connaissez pas. J'en sais plus que vous ne le pensez. » Il a soutenu son regard. « Je sais que vous pliez ce tissu et frottez ce panier chaque matin comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être soigné. Je sais que votre fils aîné tient tête quand des hommes adultes élèvent la voix contre sa mère. Je sais que votre plus jeune a nommé chaque chose sculptée que je lui ai laissée et les traite comme si elle comptait parce que vous lui avez appris que les choses données avec soin méritent d'être soignées en retour. » Il s'est arrêté. « Je sais à quoi ressemble la faim dans une famille qui ne l'admet pas. Je sais ça depuis que j'ai 8 ans. » Sa respiration est sortie, lente et instable. Les gens parlent. Laissez-les parler. Ça m'affecte différemment que ça ne vous affecte. Je le sais aussi. Il le pensait. J'en suis désolé. J'ai mal géré la situation. J'aurais dû trouver un moyen plus propre. Elle est restée silencieuse un long moment. Hank avait abandonné le poteau de clôture et examinait maintenant quelque chose dans la terre avec une concentration intense, temporairement hors de l'orbite de la conversation. « Vous avez payé Hollis, a-t-elle dit. » Il n'a pas répondu. « Je suis allé le payer jeudi, a-t-elle dit. Il m'a dit que c'était réglé. Il n'a pas voulu dire par qui. » Elle l'a regardé fixement. « Vous auriez refusé si j'avais offert directement. » « Oui, elle ne l'a pas adouci. J'aurais refusé. »« Je sais. » Il a déplacé le paquet dans son bras. « Je n'essayais pas de vous contourner, Madame Calloway. J'essayais de vous donner un mur de moins à combattre. » Elle l'a regardé longtemps. Il l'a laissé regarder. Il avait appris la patience de la terre, du bétail, des années à construire quelque chose de grand à partir de quelque chose de petit, et il avait appris que les choses qui en valaient la peine ne pouvaient pas être précipitées sans se briser. « Je ne sais pas comment accepter ça, » a-t-elle dit finalement. Sa voix était stable, mais mince sur les bords. « On m'a appris qu'on gagne ce qu'on a et qu'on ne prend pas ce qu'on n'a pas gagné. On m'a appris la même chose. » Il a croisé son regard. « Mais j'ai aussi été maintenu en vie un hiver par un sac de farine que quelqu'un a laissé sur le porche de ma mère sans mot ni nom. J'ai passé 20 ans à ne pas savoir comment porter ça. Il s'avère que la seule façon de le porter est de le transmettre. » La chose brillante dans ses yeux a débordé. Elle l'a rattrapé rapidement, a tourné légèrement le visage. C'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Quand elle a regardé à nouveau, elle était composée, mais la composition était d'un genre différent d'avant, pas une armure, juste de la stabilité. « Tom a dit qu'il vous avait serré la main, a-t-elle dit. C'est vrai, une poignée ferme. » Le vrai sourire est venu alors, rapide, plein et complètement sans garde, parti en une seconde, mais réel d'une manière que les expressions prudentes qu'elle montrait à la ville n'étaient jamais. Ça l'a frappé en plein dans la poitrine et y est resté. « Monsieur Holt ?» Elle a tendu la main.
Il lui a rendu le paquet, elle l'a pris et pendant un instant, ses doigts étaient proches des siens sur le papier d'emballage. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas vrai. Elle a serré le paquet contre elle. Vous êtes revenu après que les rumeurs ont commencé. Vous êtes revenu quand il aurait été plus facile de ne pas le faire. Elle l'a regardé. Ça signifie quelque chose. Je veux que vous sachiez que ça signifie quelque chose. Il a hoché la tête parce que sa gorge s'était nouée d'une manière qui rendait les mots peu fiables. Hank est arrivé entre eux, ayant terminé son examen de ce que la Terre avait offert. Il a levé les yeux vers Elias avec la franchise d'un enfant qui veut quelque chose et ne voit aucune raison de ne pas le demander. « Vous venez pour le souper? » « Hank. » La voix de Maggie était douce mais ferme. « Il a porté les retouches, » a souligné Hank. La logique lui semblait imparable. Les gens qui portent des choses ont droit au souper. C'est une règle. Ce n'est pas une règle. Ça devrait l'être. Hank a regardé Elias avec une conviction solennelle. Vous ne pensez pas que ça devrait l'être? Elias a regardé le garçon. Il a regardé Maggie qui observait son fils avec l'expression épuisée et affectueuse d'une femme qui a appris que discuter avec la logique d'un enfant de 6 ans demande plus d'énergie qu'elle n'en a toujours. Il a regardé la route devant lui et la lumière qui commençait à changer vers le soir. « Une autre fois, peut-être, » a dit Elias, « quand l'invitation viendra de votre mère. » Hank a accepté cela avec la facilité philosophique d'un enfant qui a appris à prendre les victoires là où il peut les trouver. « D'accord, mais je vais lui demander, » a-t-il informé Elias comme s'il faisait une promesse. « Alors, vous devriez être prêt. » Elias a touché le bord de son chapeau à Maggie. Elle a croisé son regard par-dessus la tête de son fils. Quelque chose est passé entre eux. Une reconnaissance, peut-être, ou le début de quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui était réel, présent et grandissant comme les choses grandissent quand elles sont plantées en bonne terre. Il est retourné à son cheval. Il est monté. Il n'a pas regardé en arrière avant d'être à 20 mètres sur la route. Et quand il l'a fait, elle marchait déjà, la main de Hank de nouveau dans la sienne, le paquet sous le bras. Elle ne s'est pas retournée, mais Tom, debout sur le porche de la cabane au bout de la rue, regardant sa mère rentrer, a levé les yeux, a trouvé Elias sur la route au-dessus et a levé une main dans un geste petit, certain et indubitablement délibéré. Elias a levé la main en retour. Puis il a tourné son cheval vers la maison et a chevauché dans la lumière changeante, portant dans sa poitrine un sentiment grand, inconnu, pas entièrement confortable, et qu'il n'avait absolument aucune intention de laisser tomber. L'invitation est arrivée un samedi, livrée par Hank Calloway, avec l'efficacité solennelle d'un enfant à qui on a confié une tâche importante et qui a l'intention de l'accomplir correctement. Elias était au magasin d'aliments pour animaux, chargeant des sacs de céréales, quand il a entendu des bottes sur le trottoir en bois derrière lui. Il s'est retourné pour trouver Hank debout, au garde-à-vous, les 2 mains jointes derrière le dos et une expression d'une immense dignité sur son visage de 6 ans. « Monsieur Holt, » a dit Hank, « maman dit si vous aimeriez venir souper dimanche après l'église. Elle m'a fait répéter pour le dire correctement. » Il a fait une pause. J'ai répété 4 fois. Elias a posé le sac de céréales. C'est très bien sorti. Merci. Hank avait l'air satisfait. Elle a aussi dit de vous dire que c'est juste un repas simple et que vous ne devriez pas vous attendre à quelque chose de grandiose. Elle a dit que cette partie était importante. Il a légèrement froncé les sourcils. Je ne sais pas pourquoi, peut-être. La nourriture, c'est la nourriture. Dites à votre mère que je serai honoré. Hank a fait un signe de tête ferme, mission accomplie, s'est retourné et a couru sur le trottoir avec l'abandon total d'un petit garçon libéré de la formalité. Elias l'a regardé partir. Walt Mercer est apparu dans l'embrasure de la porte du magasin d'aliments avec une expression soigneusement arrangée en neutralité. « Pas un mot, Walt, » a dit Elias. « Je n'allais rien dire, » a dit Walt, et il est rentré à l'intérieur. Elias a fini de charger les céréales avec un sentiment dans la poitrine qu'il a choisi de ne pas examiner de trop près. Le dîner du dimanche à la cabane des Calloway fut le meilleur repas qu'Elias ait mangé depuis des années, et cela n'avait rien à voir avec la nourriture. Maggie avait préparé un ragoût de poulet avec des morceaux d'un oiseau qui lui avait coûté plus cher qu'elle ne pouvait facilement se le permettre. Elle l'avait allongé avec des carottes et des haricots secs et une poêle de pain de maïs qui est sortie dorée et uniforme.
Elle avait mis la table-caisse avec les 2 assiettes dépareillées qu'elle possédait, 2 gobelets en fer blanc et un bol fissuré que les garçons partageaient. Et elle avait mis un brin de sauge séché au milieu de la table parce qu'elle n'avait pas de fleurs et que la sauge était ce qu'elle avait. Elias s'est assis en face d'elle, sur la seule chaise qui n'était pas une caisse, a mangé son ragoût, a dit que c'était le meilleur qu'il ait eu et le pensait complètement. Il l'a regardé absorber le compliment comme elle absorbait la plupart des choses qui lui étaient offertes directement, avec une brève expression compliquée qui passait par la résistance et la gratitude et se stabilisait quelque part dans le voisinage de la grâce. Tom était assis droit, mangeait avec soin et parlait quand on lui parlait avec une précision qui rappelait à Elias une personne beaucoup plus âgée. Hank parlait sans cesse de tonnerre et d'espoir, et d'une troisième créature sculptée dont il avait décidé qu'il avait besoin, qu'il décrivait en détail. Un chien, un grand, peut-être marron avec des oreilles qui font comme ça, tout en illustrant avec ses mains d'une manière qui envoyait des miettes de pain de maïs sur la table. « Hank, a dit Maggie. « Il a demandé ce que je voulais, a dit Hank raisonnablement. Il était poli. Il n'avait pas nécessairement besoin d'une description complète. La description ne m'a pas dérangé, a dit Elias. Hank l'a pointé du doigt. Vous voyez? La bouche de Maggie s'est serrée contre le sourire. Elle a brièvement perdu la bataille. Ce sourire rapide et plein est apparu et a disparu, et Elias a baissé les yeux sur son bol avant qu'elle ne puisse le surprendre à l'attendre. Après le souper, les garçons ont débarrassé la vaisselle avec l'efficacité exercée d'enfants qui faisaient leur part depuis avant d'être vraiment assez grands. Maggie a fait du café sur le petit poêle et ils se sont assis l'un en face de l'autre à la table-caisse pendant que Tom lisait à Hank dans le coin rideau, la voix du garçon basse et prudente, déchiffrant les mots les plus difficiles. Il a appris la plupart tout seul, a dit Maggie doucement en hochant la tête vers Tom. James, mon mari, avait commencé avec lui avant l'accident. Tom a juste continué tout seul après. Il a un bon esprit, a dit Elias. Il le tient de James. Elle a enroulé ses 2 mains autour de son gobelet en fer blanc. James lisait tout ce qu'il pouvait trouver. Il disait qu'un homme qui ne lisait pas ne vivait qu'une demi-vie. Elle a fait une pause. J'ai toujours eu honte de ça, de ne pas pouvoir, de ne jamais avoir appris correctement. Elle l'a dit comme elle disait tout ce qui était difficile, directement, sans adoucir. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Les écoles n'étaient pas construites pour tout le monde, et la vie ne laissait pas beaucoup de place. Je le sais dans ma tête. Elle a regardé la tasse. Ça semble différent de l'intérieur. Je pourrais vous apprendre, a-t-il dit. C'est sorti plus simplement qu'il ne l'avait prévu, sans préambule. Si vous le vouliez, Tom a appris tout seul. Aucune raison que vous ne puissiez pas faire de même avec un peu d'aide. Elle l'a regardé. L'expression prudente et neutre a tenu un moment, puis s'est transformée en quelque chose de plus incertain. Pourquoi continuez-vous à faire ça? Faire quoi? Offrir des choses. Sa voix était stable, mais pas à l'aise. Chaque fois que je trouve un aspect de moi dont j'ai honte, vous. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Je ne sais pas quoi faire avec quelqu'un qui fait ça, Monsieur Holt. Je n'ai pas l'habitude. Il est resté silencieux un moment. Moi non plus, a-t-il dit honnêtement. J'ai été seul longtemps. Je le fais probablement mal. Elle l'a regardé un long moment. Un calcul se faisait derrière ses yeux qu'il ne pouvait pas tout à fait suivre, mais il avait appris à ne pas la presser. Elle faisait les choses à son propre rythme et dans son propre ordre, et toute tentative de hâter cela serait à la fois infructueuse et incorrecte. Elle y est, a-t-elle dit, utilisant son nom pour la première fois, le testant comme quelqu'un teste la glace avant d'y mettre tout son poids. Je veux dire quelque chose et j'ai besoin que vous l'entendiez clairement. D'accord. Je ne cherche pas à être sauvé. Elle a croisé son regard. Je sais ce que ça a l'air. Je sais ce que les gens pensent quand ils voient une veuve avec 2 garçons et un problème de loyer en retard et un homme qui apporte de la nourriture avant le lever du soleil. Je sais quelle histoire il raconte sur moi dans le salon d'Agnes Pruitt et j'ai besoin que vous sachiez que je ne suis pas cette histoire. Elle a fait une pause. Je me débrouillais à peine et c'était dur et j'avais peur plus que je ne le laissais voir à mes garçons, mais je me débrouillais. J'aurais continué à me débrouiller. Je le sais, a-t-il dit. Vraiment? Oui, il ne l'a ni nuancé ni qualifié. Je n'ai pas laissé ces paniers parce que je pensais que vous ne pouviez pas survivre sans eux.
Je les ai laissés parce que j'avais beaucoup et vous n'aviez rien. Et ce n'est pas une chose que je peux voir et ne rien faire. Il ne s'agissait pas de vous sauver. Il a soutenu son regard. Il s'agissait de ne pas être le genre d'homme qui passe son chemin. Le silence qui a suivi était du genre qui avait du poids et de la texture. Du coin rideau, la voix de Tom a parcouru une phrase, calme et prudente, et Hank a répété un mot après lui. La lettre de Laramie, a dit Maggie. Il s'était demandé quand cela viendrait. Vous êtes au courant? Idea Farnsworth m'a écrit directement. Elle a dit qu'un ami commun avait parlé en bien de mon travail. Elle l'a regardé avec une expression qui n'était pas tout à fait de l'amusement ni de l'exaspération, mais quelque chose entre les deux. Je n'ai pas d'amis commun avec une propriétaire de boutique de robes à Laramie. Vous en avez maintenant. Elia. Son nom à nouveau ferme cette fois. Vous lui avez écrit une référence pour un travail que vous n'avez jamais vu. J'ai vu la façon dont vous pliez le tissu. Il l'a dit simplement. J'ai vu la façon dont vous raccommodez les vêtements de vos garçons. Chaque pièce précise, chaque couture renforcée. J'ai vu ce que vous faites avec des matériaux qui n'ont plus rien en eux. Ça me dit ce que j'ai besoin de savoir sur votre travail. Il l'a regardé. Je ne me trompais pas, n'est-ce pas? Elle a ouvert la bouche, l'a fermée. Le presque sourire a traversé son visage et a de nouveau disparu. Non, a-t-elle admis, vous ne vous trompiez pas. Je n'essayais pas de décider de votre vie pour vous, a-t-il dit. La lettre n'était qu'une porte. Vous la franchissez ou non. C'est entièrement à vous de décider. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, « C'est un bon poste, meilleur que tout ce qui est disponible ici. » Elle a tourné lentement le gobelet en fer blanc. Laramie est à 3 jours de chariot. Je sais où se trouve Laramie. Elle l'a regardé. Pourquoi m'aideriez-vous à obtenir un poste à 3 jours de voyage d'ici? C'était une question juste. C'était la question qu'il se posait depuis 2 semaines, depuis qu'il avait écrit la lettre. La réponse honnête était qu'il l'avait écrite avant que les choses n'aient changé entre eux, ou avant qu'il n'ait admis à lui-même qu'elles avaient changé, et au moment où il avait compris ce qu'il faisait réellement, la lettre était déjà postée. Il s'était dit que c'était parce qu'elle méritait des options. C'était vrai. La vérité complète était plus compliquée. Parce que vous méritez d'avoir le choix, a-t-il dit, ou que vous finissiez par choisir. Elle l'a étudié avec ses yeux directs qui manquaient très peu de choses. Il a soutenu le regard, n'a pas détourné les yeux et n'a rien offert de plus, car il avait appris qu'avec Maggie Calloway, offrir trop vite, la faisait reculer, et il en avait assez de l'avoir reculée devant lui. Je ne lui ai pas encore répondu, a dit Maggie finalement. Je réfléchis encore. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Du coin, Hank avait apparemment fini sa lecture et s'était endormi contre l'épaule de Tom, le cheval sculpté toujours dans son poing. Tom a regardé sa mère avec une expression de tolérance patiente qui était extrêmement adulte pour un enfant de 10 ans et légèrement louchant d'essayer de regarder Hank et sa mère en même temps. « Il est endormi, » a dit Tom. « Je vois ça. » Maggie a posé sa tasse. « Je viens. » « C'est bon, il n'est pas lourd. » Tom a ajusté le poids de son frère avec la facilité de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Il a jeté un coup d'œil à Elias, puis à sa mère, avec une expression presque diplomatique. « Vous n'avez pas à vous arrêter pour moi. » Maggie a regardé son fils. Tom a regardé le rideau. Elias a regardé la table et a gardé son visage en ordre. « Thomas Calloway, » a dit Maggie. « Madame, » a dit Tom. Une pause. « Merci pour votre considération, » a-t-elle dit, et la sécheresse de sa voix avait une chaleur sous-jacente. « Oui, madame, » a dit Tom, et il a regardé à nouveau son livre. Elias est rentré chez lui dans le froid ce soir-là, et est resté un moment dans sa grange, dans le silence, avant d'entrer. Il avait le sentiment que la solitude particulière du ranch, celle à laquelle il s'était si habitué qu'il avait cessé de la remarquer, lui était redevenue visible ces dernières semaines. De la même manière qu'une absence ne devient visible que lorsqu'on a eu un aperçu de ce qui pourrait la combler. La salle à manger vide, la seule place mise à la longue table, le silence qui ne contenait pas d'enfants. Il n'était pas un homme qui se trompait lui-même. Il savait ce qu'il ressentait, il savait que c'était sérieux, et il savait que la prochaine étape, s'il y en avait une, exigeait de lui quelque chose qu'il n'avait offert à personne depuis 6 ans. Pas des provisions, de l'argent, des références ou des chevaux sculptés. Quelque chose de plus difficile. La crise, quand elle est venue, est arrivée sous la forme de Owen Hollis un mardi matin.
Elias était au bureau de poste quand il a entendu des voix fortes venant de la direction de la rue Crane. Quelque chose dans la qualité du son, pas de la colère exactement, quelque chose de plus aigu et de plus instable que la colère ordinaire, l'a fait changer de direction. Il a tourné au coin de la rue pour trouver Hollis sur le porche des Calloway, avec deux hommes derrière lui qu'Elias ne reconnaissait pas, et tous les trois avaient la posture particulière des hommes qui ont décidé qu'ils ont raison et n'ont pas l'intention d'être contredits. Maggie se tenait dans l'embrasure de la porte. Tom était devant elle, à sa position, légèrement en avant et à droite, celle qu'il avait apparemment décidée comme sienne et qu'il maintenait sans qu'on le lui demande. Le loyer est réglé, disait Maggie. Sa voix était contrôlée mais mince. Vous m'avez dit vous-même que c'était réglé. Vous n'avez aucune raison d'être ici. Le loyer est réglé pour ce qu'il était, a dit Hollis. C'était un homme corpulent, pas grand, avec les manières de quelqu'un qui avait passé des années à utiliser l'argent pour éviter de développer de la patience. Ça ne veut pas dire que l'arrangement continue. J'ai eu une meilleure offre pour cette propriété. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. La fin de la semaine? La voix de Tom est sortie, plate et dangereuse d'une manière surprenante pour un enfant de 10 ans. C'est dans 5 jours. Garçon, a commencé l'un des hommes derrière Hollis. Il a raison, a dit Maggie, et sa voix était devenue plus calme et plus contrôlée, ce qui, Elias l'avait appris, était plus alarmant qu'une voix élevée. 5 jours ne sont pas un préavis suffisant en vertu de tout accord, verbal ou écrit. Vous nous avez donné 2 semaines quand ça vous arrangeait. Vous ne nous donnerez pas moins maintenant. Le visage de Hollis a rougi. Je ne reçois pas d'ordre d'une veuve, a dit Maggie. Non, d'une locataire ayant le droit légal à un préavis approprié. C'est différent. Vous n'avez rien par écrit. Vous non plus. Ce qui signifie que nous opérons selon la norme du territoire. Elle a soutenu son regard. Elle n'a pas reculé de l'embrasure de la porte. 2 semaines, Monsieur Hollis, c'est ce que nous accepterons. Hollis a regardé la femme dans l'embrasure de la porte et le garçon devant elle et a calculé quelque chose. Puis il a regardé au-delà d'eux deux et a vu Elias debout au bord du porche, chapeau à la main, arriver assez silencieusement pour que personne ne l'ait encore remarqué. Le calcul sur le visage de Hollis a changé. Holt, a-t-il dit. Pas amicalement. Hollis. Elias a gardé une voix facile. Je ne savais pas que vous aviez des affaires ici ce matin. Affaires privées. Mais la posture de Hollis avait changé, comme la posture des hommes changeait autour d'Elias, qu'ils le veuillent ou non. On dirait que c'est presque réglé. Elias a regardé les 2 hommes derrière Hollis sans expression particulière, le genre de regard qui disait qu'il les avait jaugés et les avait trouvés sans intérêt. Madame Calloway a raison sur la norme du territoire. 2 semaines, c'est ce qui lui est dû. Il a fait une pause. Je considérerais ça comme réglé si j'étais vous. Le silence s'est étiré. Hollis a regardé entre Elias et l'embrasure de la porte. Il a regardé ces 2 hommes qui regardaient Elias avec une attention qui suggérait qu'ils n'étaient plus certains des calculs du matin. 2 semaines, a dit Hollis. Il l'a dit comme s'il accordait quelque chose plutôt que de concéder, mais il l'a dit. Il est descendu du porche. Ces hommes ont suivi. Ils ont descendu la rue sans regarder en arrière. Maggie a laissé échapper un souffle. Elias l'a entendu depuis les marches du porche. Tom s'est détourné de la rue, a regardé sa mère, puis Elias. Et quelque chose a traversé le visage du garçon qui était à 2 niveaux pour son âge. Soulagement, fierté et quelque chose de plus compliqué en dessous. Merci, a dit Maggie à Elias. Sa voix avait retrouvé toute sa force. Vous aviez déjà géré la situation. Pas entièrement. Elle l'a regardé fixement. 2 semaines, ce n'est pas assez. Non. Il a monté les marches du porche. Il a gardé une voix basse. Ce n'est pas assez, mais j'y ai réfléchi. Il l'a regardée, ainsi que Tom à côté d'elle, et a choisi les mots qu'il avait arrangés et réarrangés pendant la meilleure partie d'une semaine. J'ai des chambres vides. J'ai plus d'espace qu'un homme n'en utilise. Clara Webb s'occupe de ma maison et elle travaille à mi-temps alors qu'elle devrait travailler à plein temps parce qu'il n'y a pas assez pour remplir ses heures. Maggie était très immobile. Je ne parle pas de charité, a-t-il dit avant qu'elle ne puisse le faire. Je sais que ce mot est un que vous n'entendrez pas. Je parle d'un arrangement qui a un sens pratique. Clara a besoin d'aide. Mon ranch a besoin de vie. Vous avez besoin d'un toit et de stabilité pour vos garçons. Il a fait une pause. Et
Il s'est arrêté, a recommencé. J'aimerais vous avoir assez près pour vous voir plus souvent. La dernière partie est sortie plus doucement que le reste. Elle l'a regardé un long moment. C'est beaucoup à offrir à une femme que vous connaissez depuis 6 semaines. J'en suis conscient. Les gens parleront pire qu'ils ne le font déjà. Je le sais. Et ça vous est égal? Elle l'a dit non pas comme un défi, mais comme une véritable question, essayant de comprendre le mécanisme d'un homme qui semblait penser ce qu'il disait, ce qui n'était pas une chose qu'elle avait rencontrée assez souvent pour le croire sur parole sans examen. Je me soucie que ça vous affecte, a-t-il dit honnêtement. Je ne me soucie pas de ce que ça fait à la façon dont les gens me voient. Ce sont des choses différentes. Il a soutenu son regard. Ce que les gens pensent de moi a été construit sur 30 ans et ça tiendra. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai, et ce qui est vrai, c'est que vos garçons sont trop maigres, que votre propriétaire est sur votre porche avec des hommes de main, et que l'opinion de la ville sur vous est façonnée par des gens qui ne connaissent rien à votre caractère. Il s'est arrêté. Je connais votre caractère. J'aimerais avoir la chance d'en connaître plus. Tom avait bougé légèrement, pas plus près de sa mère cette fois, légèrement à l'écart, ce qui était différent. Le garçon leur donnait de l'espace. Il observait la silhouette de Alice qui s'éloignait dans la rue, les mains dans les poches, le dos presque tourné, et la délibération de son geste n'a échappé à personne. Maggie a regardé le dos de son fils. Elle a regardé la rue où Hollis était parti. Elle a regardé Elias avec toute la force directe de son attention, qui était considérable. Hank voudrait voir les chevaux, a-t-elle dit. Je sais qu'il le voudrait. Tom aurait besoin de son propre espace. Il ne se sent pas bien sans un peu de calme pour lui. Il y a une chambre au bout de la maison séparée. Elle ne partage aucun mur. Elle a joint ses deux mains devant elle. Il pouvait la voir y réfléchir, non pas à la question de savoir si elle lui faisait confiance, pensait-il, mais à la question plus difficile de savoir si elle se faisait confiance pour accepter quelque chose de bon sans perdre la chose en elle qui les avait maintenus en vie tout ce temps. « Je ne vais pas devenir un fardeau », a-t-elle dit. Les mots sont sortis avec une pointe non dirigée contre lui, mais contre un public qu'elle portait dans elle. « Je ferai ma part et plus encore. J'écrirai à Ida Farnsworth pour décliner et trouverai un autre travail. Un vrai travail, pas de la charité déguisée. Je vais... » Maggie. Il a dit son nom pour la première fois et ça l'a arrêté. « Je sais tout ça. Je ne demande rien d'autre que ce que j'ai dit. » Il l'a regardé. « Venez voir les chambres. Amenez les garçons. Faites votre propre jugement. » Elle l'a regardé longtemps. La lumière de l'après-midi changeait autour d'eux, le froid s'installant comme il le faisait quand le soleil commençait à baisser, et quelque part dans la rue, un cheval a bougé, une porte s'est fermée, et la vie ordinaire a continué autour d'eux pendant qu'ils se tenaient sur un porche, au milieu de quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait encore le bon langage. « Samedi », a-t-elle dit. « Samedi, c'est bien. » Elle a hoché la tête une fois, elle s'est tournée pour entrer, puis s'est arrêtée, la main sur le cadre de la porte et s'est retournée. « Le ragoût de dimanche dernier, a-t-elle dit. Vous avez dit que c'était le meilleur que vous ayez eu. C'est vrai. Était-ce vrai ou étiez-vous poli? Madame Calloway, a-t-il dit, je n'ai jamais été poli de ma vie. Le sourire rapide et plein est venu, et cette fois elle ne l'a pas réprimé, et cette fois il n'a pas détourné le regard. Il a duré 3 secondes complètes, qu'il a compté, puis elle est entrée, la porte s'est fermée, et il est resté sur le porche vide avec le froid qui s'installait autour de lui, et le sentiment dans sa poitrine qui était grand, chaud et entièrement ingouvernable. La voix de Tom est venue à travers la porte fermée, puis la voix de Hank plus forte, puis le son de quelque chose de petit et en bois qui cliquetait sur un sol, et le rire aigu et brillant de Hank qui a suivi. Les sons d'un foyer d'enfants, d'une vie vécue dans des pièces trop petites pour elle, pressant contre les murs. Elias est descendu du porche. Il s'est dirigé vers son cheval. Grady attendait au ranch quand il est revenu, appuyé sur la clôture, son chapeau baissé, ce qui signifiait qu'il était là depuis un moment. « Eh bien, » a dit le vieil homme. « Samedi, » a dit Elias. Grady s'est redressé. Il a regardé son employeur avec l'expression d'un homme qui a vu un long hiver décider enfin de se terminer. « Eh bien, » a-t-il dit. « D'accord, alors. » Il s'est écarté de la clôture et s'est dirigé vers le dortoir. Puis il s'est arrêté et s'est retourné. « Clara va vouloir nettoyer ses chambres. »
Dites-lui qu'elle a jusqu'à samedi. Elle les aura nettoyés d'ici jeudi et les nettoiera à nouveau vendredi, a dit Grady, juste pour que vous le sachiez. Il a continué son chemin. Elias est resté avec son cheval dans la lumière tardive et a senti le ranch autour de lui, les granges, le pâturage, la longue maison vide. Et pour la première fois en 6 ans, il a eu l'impression que c'était autre chose qu'un testament de ce qu'il avait construit et un rappel de ce qu'il n'avait pas. Il a eu l'impression que c'était en attente, comme lui. Samedi est arrivé comme les jours importants le font souvent, tranquillement, sans annonce, habillé de vêtements ordinaires. Clara Webb avait nettoyé les 2 chambres d'amis le jeudi, comme Grady l'avait prédit, et les avait nettoyées à nouveau le vendredi. Et le samedi matin, elle a nettoyé la cuisine 2 fois et réarrangé la vaisselle dans le placard, puis l'a remise où elle était. Elias a observé cela depuis l'embrasure de la porte et n'a rien dit. Grady lui avait dit de ne rien dire, et Grady avait raison sur la plupart des choses. Les Calloway sont arrivés en milieu de matinée dans la faible lumière d'hiver, Maggie marchant le dos droit et les mains jointes devant elle, Tom à côté d'elle portant le seul sac qu'ils avaient apporté, Hank 3 pas devant tout le monde parce que Hank ne pouvait physiquement pas marcher au rythme des adultes quand il y avait quelque chose dans le monde vers quoi se diriger. On lui avait dit qu'il y avait des chevaux. Il avait compris cela comme une directive. Elias les a accueillis à la porte. Hank s'est arrêté devant lui, les 2 mains sur les hanches, et a regardé le ranch avec l'expression d'une personne dont les attentes ont été confirmées puis dépassées. « C'est grand », a-t-il annoncé. « Ça l'est. » Tom a dit que c'était grand. Je pensais qu'il exagérait dans le racontant. Hank a regardé son frère. « Tu n'exagérais pas. »« Je n'exagère généralement pas, » a dit Tom. Maggie se tenait à la porte et regardait la maison, la vraie maison, 2 étages, solide et carré, de la fumée sortant de 2 cheminées, et Elias a regardé son visage faire ce qu'il faisait quand elle absorbait quelque chose auquel elle essayait de ne pas réagir. Le calme prudent. La surface composée maintenue en place par la volonté. « Entrez », a-t-il dit. « Clara cuisine depuis l'aube et elle sera insultée si nous restons dehors dans le froid. » Clara les a accueillis à la porte avec l'énergie à peine contenue d'une femme qui attendait de la compagnie depuis des années et était déterminée à ne pas le montrer. Elle a serré la main de Maggie et a regardé les garçons avec l'évaluation directe de quelqu'un qui aimait les enfants et ne voyait pas la nécessité de faire semblant du contraire. « Tu es Tom », a-t-elle dit à Tom. « Oui, madame. »« Ta mère parle en bien de toi. » Elle a regardé Hank. « Et tu dois être celui des chevaux. » Les yeux de Hank se sont écarquillés. « Comment avez-vous su? »« Parce que tu as regardé la grange 4 fois depuis que tu es entré par la porte, et tu n'as pas regardé la maison une seule fois. » Clara a ouvert la porte plus grand. « Entrez, il y a d'abord à manger, puis les chevaux. C'est l'ordre des choses. » Hank est entré. Il a regardé la nourriture sur la table de la cuisine, des biscuits, des confitures, du jambon tranché, une cafetière et une plus petite casserole de cidre chaud, et a semblé reconsidérer brièvement ses priorités. Puis il s'est assis. Maggie se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et regardait la pièce avec ses étagères pleines, son poêle chaud et sa table mise pour 5. Et Elias la regardait prendre une lente respiration qui faisait plus de travail qu'une respiration ne devrait en faire. Puis elle est entrée, s'est assise et a accepté la tasse que Clara lui a tendue, l'a tenue à 2 mains, et la matinée a suivi son cours. Tom a mangé avec soin et a tout observé avec ses yeux stables et mesurés, cataloguant la maison comme il cataloguait la plupart des choses, tranquillement, minutieusement, sans révéler son jeu. À un moment donné, Clara a rempli son cidre sans demander, et il a dit merci avec une précision qui l'a fait s'arrêter et le regarder avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « C'est ta mère qui t'a appris tes manières ?» a demandé Clara. « Oui, madame, et mon père. »« Ton père t'a bien élevé. »« C'est vrai. » Tom l'a dit simplement, sans le poids que certains garçons mettent en parlant de père décédé. Juste un fait honoré en étant énoncé clairement. Après le petit déjeuner, Clara a emmené Hank à la grange. Il a quitté la table à un rythme qui comptait techniquement encore comme de la marche si on était généreux. Tom a suivi, un peu plus mesuré, et Elias a noté le moment exact où Tom a franchi la porte de la grange et a vu les chevaux, et où la mesure s'est dissoute pour une seconde en quelque chose qui était simplement un garçon voyant quelque chose de merveilleux. Il l'a rapidement retrouvé, ce qui l'a rendu plus touchant, pas moins.
Cela a laissé Elias et Maggie dans la cuisine. Elles se tenaient à la fenêtre, une tasse à la main, regardant la grange où l'on pouvait entendre Clara présenter Hank à une jument nommée Butterscotch avec le sérieux d'une présentation formelle. « Il va vouloir vivre dans cette grange », a dit Maggie. « La grange est assez chaude. » Elias est venu se tenir à proximité sans la presser. « Clara l'adopterait sur le champ si vous la laissiez faire. » J'ai remarqué. Elle s'est détournée de la fenêtre. Son visage faisait cette chose compliquée, celle qui passait par des sentiments trop rapides pour qu'il puisse nommer chacun d'eux. C'est une bonne femme, la meilleure que je connaisse. Maggie a posé sa tasse sur la table. Elle l'a regardé directement, comme elle le faisait quand elle avait décidé quelque chose et allait le dire franchement, quel qu'en soit le coup. Il avait appris à reconnaître ce regard et à le respecter absolument. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, a-t-elle dit. Et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement, même si la réponse honnête est inconfortable. » D'accord. Qu'est-ce que c'est? Elle a soutenu son regard. Pas les chambres, pas l'arrangement pratique. Je comprends l'arrangement pratique. Je veux dire, elle a fait une pause, choisissant ses mots. Que faites-vous, Elias? Que voulez-vous vraiment de tout ça? La question est restée entre eux. Il savait qu'elle viendrait. Il le savait depuis le souper du dimanche avec les gobelets en fer blanc, la sauge séchée et les miettes de pain de maïs de Hank, qu'elle finirait par la poser directement. Car Maggie Calloway ne laissait pas les choses importantes indéfinies quand elle avait les moyens de les définir. Il avait passé 2 semaines à préparer une réponse prudente et mesurée, qui lui laissait de la place pour reculer si elle en avait besoin. « Mangez le souper seul, a-t-il dit. Je veux ces garçons dans cette maison. Je veux que Tom ait assez de livres pour des années et assez d'espace pour penser. Je veux que Hank apprenne à monter un vrai cheval au lieu d'un cheval sculpté. » Il a fait une pause. « Et je veux vous connaître, entièrement, les parties que vous montrez et celles que vous ne montrez pas. Je veux m'asseoir sur ce porche les soirs d'été et entendre ce que vous pensez des choses. Je veux vous voir faire pousser un jardin dans cette terre là-bas qui a été gaspillée depuis que Clara ne veut pas jardiner et que je n'ai pas la patience pour ça. » Elle était très immobile. « Je sais que c'est plus que ce que vous avez demandé, a-t-il dit. Je sais que 6 semaines, ce n'est pas long. Je sais que votre mari est à peine 1 an sous terre, et je sais que vous ne cherchez pas à être sauvé, et je sais que vous vous débrouillerez avec ou sans moi. » Il l'a regardé. « Mais je vous demande d'envisager de ne pas vous débrouiller seul, pas parce que vous ne le pouvez pas, mais parce que vous ne devriez pas avoir à le faire. » Le silence était du genre long. Dehors, la voix de Hank venait de la grange, claire et nette, demandant à Clara si Butterscotch aimait les carottes et si elle avait déjà été rapide. La réponse de Clara était inaudible, mais le ton était chaleureux. « Mon mari, » a dit Maggie. Sa voix était devenue plus calme. James était un homme bon. Il était doux, patient, il aimait ses garçons et il m'aimait aussi bien qu'il le savait. Elle a tourné sa tasse sur la table. « Il est mort en faisant un travail honnête pour un salaire malhonnête. Et j'ai été en colère à ce sujet chaque jour pendant 11 mois, et je ne l'ai dit à personne. » Elle a levé les yeux. « Je vous le dis maintenant parce que vous avez demandé les parties que je ne montre pas, et c'en est une. »« Je vous entends, » a-t-il dit. « Je ne veux pas le remplacer. » Elle l'a dit fermement, sans s'excuser. « Je ne veux pas d'un homme qui essaie d'être sa version. Je veux... » Elle s'est arrêtée. Quelque chose a traversé son visage. « Je veux savoir ce que ça fait de ne pas avoir peur, » a-t-elle dit. « J'ai eu peur chaque matin pendant 11 mois. Ce qu'on mangera, ce qu'on devra, ce que je dirai aux garçons quand la réponse aux 2 questions sera rien. Je me réveille avec la peur, je m'endors avec la peur, et je me contiens entre les deux parce qu'ils ont besoin de moi. » Sa voix est restée stable tout au long de tout cela, ce qui était la chose la plus remarquable à ce sujet. Je ne sais plus ce que c'est de ne pas avoir peur. Elias a traversé la cuisine, s'est tenu devant elle et a dit « Alors laissez-moi vous montrer. » Elle a levé les yeux vers lui. La surface prudente avait entièrement disparu. Ce qu'il y avait en dessous, c'était une femme qui avait été forte si longtemps qu'elle avait presque oublié qu'elle avait le droit d'être autre chose, et qui se tenait au bord exact de choisir différemment. « Je ne suis pas facile, » a-t-elle dit. « Je sais. J'ai des opinions bien arrêtées. Je me disputerai avec vous quand je penserai que vous avez tort. Je n'attendrai rien de moins.
Mes garçons font partie de tout ça. Il n'y a aucune version de ma vie où ils ne sont pas la première chose. Ils font partie de la raison pour laquelle je veux ça, a-t-il dit. Pas malgré eux, à cause d'eux. Tom et Hank font partie de ce que vous êtes, et ce que vous êtes est ce que je... Il s'est arrêté, s'est ressaisi. Ce que je veux mieux connaître. Vous trois. Elle l'a regardé un long moment. Il n'a pas bougé, ne l'a pas pressé et n'a rien offert de plus, car elle avait tout ce dont elle avait besoin pour prendre sa décision, et en ajouter serait du bruit. D'accord, a-t-elle dit. Calme, simple et final. Il a laissé les mots s'installer. D'accord, a-t-il répondu. Il se tenait dans la cuisine, dans la lumière d'hiver, et rien de dramatique ne s'est produit, ce qui était tout à fait juste, car les vraies choses de la vie se produisent rarement de manière dramatique. Elles se produisent tranquillement dans les cuisines, entre deux personnes qui ont cessé de prétendre qu'elles n'avaient pas besoin de ce dont elles avaient besoin. Ils ont fait entrer les garçons pour le déjeuner et leur ont annoncé ensemble. Elias a laissé Maggie mener la conversation parce que c'était un de ses fils et c'était sa nouvelle à donner. Elle les a assis à table et leur a dit qu'ils déménageraient au ranch. Elle l'a dit clairement et sans fioriture, comme elle faisait tout ce qui comptait. Tom a regardé son assiette, puis il a regardé Elias. « Est-ce que ça vous va ?» a-t-il demandé, ce qui n'était pas la question à laquelle Elias s'attendait. « C'était mon idée », a dit Elias. « Je sais. » Les yeux de Tom n'ont pas vacillé. « Je demande si nous vous conviendrons, nous trois, parce que maman en a assez que les choses n'aillent pas bien. » La cuisine est devenue très silencieuse. Elias a regardé ce garçon de 10 ans qui s'était interposé entre sa mère et des propriétaires, qui avait porté son frère et rationné sa propre nourriture sans qu'on le lui demande, et qui avait décidé de serrer la main d'un étranger parce qu'il avait décidé que l'étranger en valait la peine. Il l'a regardé et lui a donné toute la vérité. « Je passerai chaque jour à m'en assurer, a-t-il dit. Vous avez ma parole. » Tom l'a regardé un instant de plus. Puis il a hoché la tête une fois, le même petit signe de tête certain des marches de l'église, et a pris sa fourchette. Hank, qui avait attendu avec une difficulté visible de voir comment la conversation importante se terminerait, s'est immédiatement tourné vers Elias et a dit « Puis-je nommer un des chevaux? » « Hank, a dit Maggie. « Les chevaux ont déjà des noms, a dit Elias, mais il y a un poulain qui arrive au printemps et qui n'en a pas encore. » L'expression de Hank est devenue celle d'un enfant recevant exactement ce qu'il avait espéré et ne sachant pas tout à fait comment le contenir. Il a très fort serré les lèvres, puis il a dit avec une énorme gravité « J'aurais besoin de temps pour y réfléchir. »« Prends tout le temps dont tu as besoin, » a dit Elias. Ils se sont mariés 3 semaines plus tard. Pas discrètement, comme il s'est avéré, ou pas de la manière qu'Elias avait imaginé quand il avait pensé à quelque chose de petit et simple. Ce qui s'est passé, c'est que le matin où le révérend Cross devait célébrer la cérémonie, il est arrivé à l'église pour la trouver déjà à moitié pleine. Walt Mercer et sa femme. Grady Sims propre sur lui d'une manière qui suggérait que Clara Webb avait donné des directives. Clara elle-même dans sa plus belle robe, assise au premier rang avec Hank entre elle et l'allée, car elle avait immédiatement reconnu que Hank devait être à côté de quelqu'un qui l'empêcherait de grimper sur le banc. Agnes Pritt était là. Elle était assise près du fond, et elle n'avait pas l'air triomphante, ni bavarde, ni aucune des choses qu'Elias aurait pu attendre. Elle avait l'air d'une femme qui avait passé 1 mois à réfléchir et qui était encore en plein processus. Quand elle a croisé le regard d'Elias, elle a fait un petit signe de tête qui lui a coûté quelque chose. Il le lui a rendu. Tom a accompagné sa mère jusqu'à l'hôtel. Il l'avait demandé aussi. Maggie avait regardé son fils quand il l'avait demandé, avait serré les lèvres, puis avait dit oui. Et le matin où c'est arrivé, il portait ses plus beaux vêtements, la posture droite de son père et sa propre fierté solennelle et prudente. Et il a donné la main de sa mère à Elias avec la gravité d'une personne accomplissant un transfert sacré. Elias l'a prise. Il a regardé Maggie dans sa robe que Clara avait aidé à retoucher, une robe de laine bleue non empruntée, achetée chez Mercer à prix coûtant parce que Walt avait discrètement refusé de facturer le plein prix. Il a pensé à chaque matin où il avait parcouru les chemins de traverse avant l'aube, avec un panier d'œufs et de farine et l'espoir spécifique que ce soit suffisant. Ce n'avait pas été suffisant, pas en soi, mais ça avait été le début de suffisant. Et ça, il le comprenait maintenant, était tout ce qu'un début devait être. « Prenez-vous cette femme, » a dit le révérend Cross.
Oui, je l'apprends, a dit Elias. Il a prononcé ces deux mots avec tout ce qu'il avait. La réception a eu lieu dans la salle de l'église parce que Clara l'avait organisée, et Clara ne faisait pas les choses à moitié. Il y avait de la nourriture, plus qu'Elias n'en avait autorisé, et il soupçonnait plusieurs femmes d'avoir contribué des plats sans qu'on le leur demande. Hank a mangé jusqu'à ce que Maggie l'arrête, puis est retournée en chercher plus quand elle parlait à quelqu'un d'autre, ce que Tom a observé sans intervenir, car Tom avait apparemment décidé que certaines batailles n'étaient pas les siennes. Grady a serré la main d'Elias à la porte en sortant. Le vieil homme l'a tenu un moment de plus qu'une poignée de main ne l'exigeait strictement. « Vous avez bien fait, patron, a-t-il dit. C'était tout. C'était suffisant. Le premier soir dans la maison du ranch, Elias s'est assis sur le porche après le souper, dans le noir froid et clair, pendant qu'à l'intérieur, Clara et Maggie faisaient la vaisselle et parlaient de la manière facile des femmes qui ont décidé qu'elles s'apprécient. Tom était assis à la table de la cuisine avec un livre appuyé contre le sucrier, et Hank était théoriquement au lit, mais on pouvait l'entendre à travers sa fenêtre mener une conversation avec le cheval sculpté et l'oiseau sculpté sur le nom que le poulain aurait au printemps. La porte d'entrée s'est ouverte et Maggie est sortie avec 2 tasses de café et s'est assise à côté de lui sur le banc qu'il avait construit contre le mur. Elle lui a tendu une tasse. Il l'a prise. Ils se sont assis dans le noir, ont bu leur café et ont écouté le ranch s'installer dans la nuit autour d'eux. Le bétail dans le pâturage lointain, les chevaux dans la grange, le vent de la plaine se déplaçant à travers les arbres nus à la ligne de clôture. À l'intérieur, Tom a tourné une page. La voix de Hank est tombée à un murmure puis s'est tue, ce qui signifiait qu'il s'était endormi en pleine phrase, comme il le faisait toujours. « Il est endormi », a dit Maggie en hochant la tête vers la fenêtre. « Je m'en doutais. Il s'éteignait au souper. » Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse. « Elias? » S'éclaircit la gorge. « Je n'ai pas peur ce matin. » Elle l'a dit comme une découverte, ce que c'était. Je me suis réveillé et je l'ai attendu. La peur, le calcul, le décompte de ce que nous avions contre ce que nous devions, et elle n'était pas là. Elle a fait une pause. Je ne sais pas encore quoi faire de ça. Il l'a regardé. Son profil dans le noir, la posture de ses épaules, la façon dont elle tenait sa tasse, non pas crispée contre quelque chose pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il la connaissait. « Tu n'as rien à en faire, a-t-il dit. C'est juste comme ça que les choses sont maintenant. » Elle s'est tournée pour le regarder. Ses yeux dans le noir avaient cette qualité particulière de le voir directement. Sans bords adoucis, toute la force de son attention. Il avait fini par comprendre qu'être regardé par Maggie Calloway était l'une des rares choses au monde sous lesquelles il ne serait jamais entièrement stable. Il soupçonnait que cela resterait vrai pour le reste de sa vie. « Merci », a-t-elle dit. « Pas pour les paniers, pas pour le loyer, pas pour les chambres. » Elle a soutenu son regard. « Pour être revenu. Chaque fois qu'il aurait été plus facile d'arrêter, vous êtes revenu. »« J'allais toujours revenir, » a-t-il dit. « Je le sais maintenant. » Elle a appuyé son épaule contre la sienne. « Je ne le savais pas à l'époque, mais je le sais maintenant. » Ils se sont assis ensemble sur le banc qu'il avait construit pour 2 personnes, sans admettre que c'était la raison pour laquelle il l'avait construit. Dans le noir de la plaine du Wyoming, avec leur café dans le froid et le ranch endormi autour d'eux. Et à l'intérieur de la maison, le tournement de page de Tom, le silence rêveur de Hank et la lampe de Clara brillant chaudement à la fenêtre de la cuisine comme un signal, comme un foyer, comme la plus ancienne preuve humaine que l'abri n'est pas seulement du bois et de la pierre, mais les gens qui choisissent d'y rester ensemble. Quelques mois plus tard, dans sa première vraie chaleur du printemps, Hank Calloway se tenait à la clôture du pâturage proche, les 2 bras accrochés au rail supérieur, et regardait le poulain qui était arrivé en mars, aux longues pattes incertaines, enclin à sursauter à sa propre ombre, et à annoncer sa décision. « Courageux », a-t-il dit. Tom, à côté de lui, a réfléchi. « C'est tout son nom? » « C'est tout son nom. » Hank a regardé son frère avec une confiance parfaite. « Parce qu'il est né en ayant peur de tout, et il est en train de surmonter ça. » Il a regardé à nouveau le poulain. « C'est ça, être courageux. Tu as peur et tu le fais quand même. » Il a fait une pause. C'est maman qui le dit. Tom a regardé le poulain. Il a regardé le ranch autour d'eux, les granges, le pâturage, la maison avec de la fumée sortant des 2 cheminées, leur mère visible à travers la fenêtre de la cuisine, se déplaçant entre le poêle et la table,
Elias arrivant du champ sud sur son cheval, son chapeau repoussé en arrière et une main levée quand il a vu les garçons à la clôture. Tom a levé la main en retour. Courageux, c'est un bon nom, a-t-il dit. Maggie est apparue sur le porche, les mains sur la balustrade, et a crié que le souper était presque prêt. Le son de sa voix a traversé la cour, claire et sans peur. La voix d'une femme qui avait traversé le pire et était finalement arrivée à une vie qui était entièrement et complètement la sienne, choisie, gagnée et tenue entre les mains de gens qui comprenaient exactement ce qu'elle valait. Elias a franchi la porte et descendu de cheval, a remis son cheval à Grady et s'est dirigé vers la maison, vers sa femme et les garçons qui quittaient la clôture pour faire la course jusqu'au porche. Et le ranch les a tous accueillis, le bruit, le mouvement et la vie, comme une terre qui attendait la pluie. Ce n'était pas un sauvetage. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une veuve sauvée par la générosité d'un homme riche, et quiconque le racontait de cette façon le racontait mal. C'étaient deux personnes qui avaient toutes deux survécu à leur manière, choisissant d'arrêter de survivre et de commencer à vivre à la place. C'était une femme qui n'a jamais cessé d'être forte, découvrant que la force et la tendresse n'étaient pas des contraires. C'était un homme qui avait rempli 300 acres de tout sauf de ce qui comptait, découvrant dans un panier une violette et la poignée de main d'un enfant. Ce qui comptait n'avait jamais été la superficie. Et c'étaient deux garçons qui s'étaient endormis le ventre vide plus de fois que quiconque ne le devrait, qui ont grandi en sachant au plus profond de leurs os que le monde contenait une bonté authentique, non pas parce que la vie était facile, mais parce que les bonnes personnes avaient refusé de détourner le regard. Cette connaissance, plantée en eux dans l'hiver le plus dur de leur jeune vie, survivrait à tout. Elle survivrait au ranch, au froid et au ragot des petites villes. Elle les accompagnerait dans leur propre vie, dans les familles qu'ils fonderaient un jour, dans chaque moment où ils feraient face à quelque chose de difficile et se souviendraient, sans avoir à y penser, que revenir était toujours le bon choix. Certaines choses, une fois données de tout cœur, ne finissent pas. Elles voyagent simplement plus loin que le donateur ne l'avait jamais imaginé et continuent de faire leur travail longtemps après que le panier soit vide, que le matin soit parti, et que tout ce qui reste soit la chaleur d'une lampe à une fenêtre et la certitude absolue et inébranlable que le foyer est réel, que l'amour se gagne et que ni l'un ni l'autre n'arrive jamais sans que le courage ne montre la voie.